perdrai plus une seule seconde. Un stylo et un rêve, et je sauverai le monde. Pas le temps de le voir défiler. Je passe entre les mailles du filet. Je perdrai plus une seule seconde. Suffit d'être tenu par des chaînes, il s'est plié. Les gens ils ont chié pour l'oseille comme s'ils mangeaient des billets. Ils ont jamais trouvé le bonheur, tu peux le voir dans leurs yeux. Ils ont cherché partout mais n'ont pas regardé chez eux. Autour de nous, ils sont beaux mais si tristes. Sans le savoir, sont si riches, comment savoir si on est bien à la maison? Faut que tu ne te poses plus la question parce que ta vie est courte, autant la vivre à fond, autant la chérir, en ressentir les vibrations. Juste une seule question par nécessité. Tu préfères mourir en souriant ou vivre triste par sécurité? Pas le temps de le voir défiler, pas le choix, je passe entre les mailles du filet. Je perdrai plus une seule seconde, je sauverai le monde. Pas le temps de le voir défiler, pas le choix, je passe entre les mailles du filet. Moi, je veux laisser quelque chose derrière moi avant que la mort me tape. Les super-héros existent, mais aucun d'eux ne porte de cap. Réaliste par-dessus tout, y a ceux qui me diront on y croit, ceux qui me diront que je suis fou, ceux qui construisent un avenir meilleur pour les suivants. Vivent l'enfer de leur vivant, ces sourires et tous ces cœurs, toute cette chaleur, nos admirables sœurs, nos mères pleines de valeur, ces pères de famille qui dévouent leur vie entière pour ne pas voir leurs enfants le faire, ces grands frères qui nous aident à marcher droit pour prendre soin des leurs. Ils feraient n'importe quoi à ces hommes qui donnent sans jamais attendre quoi que ce soit, ceux qui ne rentreront peut-être pas à la maison ce soir, qui savent que tout n'est pas fini, que le pouvoir qu'on peut avoir une fois ensemble est infini. Pas le temps de le voir défiler, pas le choix, je passe entre les mailles du filet. Je perdrai plus une seule seconde, un stylo et un rêve, je sauverai le monde. Pas le temps de le voir défiler, je passe entre les mailles du filet. Je perdrai plus une seule seconde, moi, je sauverai le monde. Merci beaucoup. Ici au Delta, au confluent de la Sambre et de la Meuse, pour 1h30 de direct live sur Facebook. Au confluent, je disais, de la Sambre et de la Meuse, mais aussi au pied de la citadelle de Namur, un lieu qui nous a déjà accueillis plusieurs fois. Au programme de cette soirée, bien évidemment, on va parler de la sortie de notre premier ouvrage chez Scanner, Bouche émissaire, jeunesse confinée. Pendant 6 mois, Scanner a accompagné plus de 330 jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles à travers 65 ateliers pour leur donner vraiment la parole, pour qu'ils puissent nous raconter de manière précise, vivante et tout à fait aussi inédite leur vécu de ces 6 mois de confinement. C'est ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui avec, d'une part, les jeunes, mais aussi avec un certain nombre d'experts. On va un peu se questionner, voir un petit peu ce que c'est aujourd'hui avoir 12, 30 ans en période de Covid. Est-ce qu'on peut encore avoir des projets? Est-ce qu'on peut encore avoir des rêves? C'est la première chose qu'on va faire avec Thomas Lenoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes le référent pédagogique de Scanner. Pour vous, c'était indispensable de maintenir des ateliers pendant le confinement. On en a fait presque 65 en virtuel, mais aussi en présentiel quand l'été nous le permettait. Oui, c'était indispensable pour nous de maintenir le lien avec les jeunes, de continuer à discuter avec eux, de savoir comment ils vivent ce confinement, quel impact ça a sur eux, comment ils le pensent, comment ils le vivent. Donc oui, c'était extrêmement important pour nous de garder le contact. Scanner organise d'habitude des ateliers plutôt dans des lieux fermés, en présentiel. On va dans les écoles très rarement, mais surtout dans les maisons de jeunes, dans des IPPJ, dans des prisons, dans des services communaux, là où finalement les jeunes ont envie de se raconter. Ici, ça n'a pas été possible, donc on a travaillé vraiment à distance. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour adapter tout cela? C'est ça, on a fait un peu comme tout le monde, on s'est adapté, on est passé sur des plateformes de visioconférence, on a adapté nos ateliers, notre méthodologie, notre pédagogie, pour justement amener ces jeunes à se raconter et à nous livrer un peu leur vécu pendant ce confinement. Et leur vécu, ils l'ont raconté, puisque les 330 jeunes, Gilles Ernoux, vous êtes le rédacteur en chef de Scanner, ils se sont racontés, 95% d'entre eux, plus ou moins, se sont vus sortir d'un atelier avec un récit qui leur était propre, un récit qui pouvait potentiellement être publié. Vous, en tant que rédacteur en chef, vous en avez publié 80%, donc c'est plus de 200 textes, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Toujours passer par l'écrit, c'était une nécessité pour Scanner? C'est une obligation, c'est une option philosophique, je n'hésite pas à le dire, qu'on a prise depuis le départ, puisque notre idée, c'est que le travail de l'écrit permet une médiation entre le jeune et son parcours, et donc il se donne une distance réflexive
par rapport à ce qu'il a pu vivre, par rapport à ce qu'il pourrait souhaiter. Et donc passer par l'écrit, c'est absolument fondamental, quelle que soit la finalité de publication. Donc que ce soit un texte, pour le moment on fait surtout du texte, on s'est aussi lancé dans les podcasts, mais le travail d'écriture reste la base de notre travail. Et comme le disait Thomas, on passe toujours et toujours par l'écrit avant quoi que ce soit d'autre. Et donc on amène progressivement le jeune à écrire sur lui, sur son histoire. La publication, c'est une finalité pour le jeune, mais aussi pour Scanner. Comment c'est présenté en atelier ? Alors, comment c'est présenté ? Il n'y a jamais de certitude d'être publié, puisqu'on se donne la responsabilité finale de la publication. Donc, on dit aux jeunes que son témoignage est susceptible d'être publié. C'est très souvent le cas, mais chaque fois qu'un jeune est publié, il voit ça comme une reconnaissance. J'allais dire une récompense, mais c'est plutôt une reconnaissance. C'est une reconnaissance parce qu'on a su l'écouter, il a su s'écouter aussi, et au final, il a un message original et unique à faire passer à chaque fois au bout du compte. Donc ce n'est pas une finalité, c'est souvent une réalité. Maintenir des ateliers en virtuel, en période de confinement, c'était un fameux défi. Ça valait la peine au niveau éditorial. On a appris des choses sur la jeunesse plurielle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on a appris des tas de choses. On a appris des tas de choses aussi parce que le moment était et est particulier. C'est aussi un moment d'introspection plus générale pour les jeunes. Ils n'ont plus les activités qu'ils ont l'habitude d'avoir, ils n'ont plus le rythme qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et donc, quelque part, ils avaient un temps aussi pour penser. Non seulement ils avaient le temps pour penser, mais je pense que c'était une vraie nécessité pour eux que de prendre ce temps de la réflexion. Ils avaient plus de choses à dire que d'habitude ? Ils avaient peut-être plus de choses à dire que d'habitude. Ils avaient surtout peut-être une plus grande liberté d'esprit pour se consacrer à l'écriture qu'en temps habituel. Et les ateliers Scanner, ils se poursuivent en temps réel, puisque pour le moment, on a encore notre animatrice Pauline qui est en atelier. Je vous propose de la rejoindre tout de suite. Est-ce que Pauline, tu nous entends ? Comment ça se passe avec vos jeunes ? Coucou François, donc oui, là on est en atelier avec 6 jeunes du service citoyen de Bruxelles. Donc là on commence le début de l'atelier. Donc ce qu'on fait ici chez Scanner, c'est qu'on commence l'atelier en groupe. Donc c'est une méthodologie un peu en entonnoir. On commence avec un petit peu des exercices d'écriture où on partage tous ensemble, on fait un petit peu des temps de parole pour apprendre un petit peu à tous se connaître et un petit peu lancer le processus d'écriture. Et ensuite, pour arriver l'après-midi à un exercice d'écriture plutôt individuel où là, chaque jeune va se lancer dans le choix de son article et dans l'écriture de son article. Et où on va être avec eux, on va les accompagner de façon plus individuelle. Donc moi en tant qu'animatrice et un journaliste aussi quand on fait plutôt donc les ateliers en présentiel. Et donc là aujourd'hui on est avec les jeunes du service citoyen et on est en train de faire un petit exercice d'écriture pour un petit peu débloquer tout ça. Donc c'est l'exercice d'écriture automatique. Donc en fait on lance les jeunes pendant 3 minutes, ils écrivent un petit peu tout ce qui leur passe par la tête. Et du coup, ici, je vais un peu voir s'il y a quelqu'un qui veut bien nous lire son texte. Félix, tu peux mettre ton micro, on t'écoute. Salut, ok. Ok, je laisse d'abord passer à moi. Et puis. Ça va. Ok. Alors, nous sommes le 10 décembre 2020. Le 10 décembre le plus froid que j'ai dû vivre. La remise en question est à son apogée et le sentiment de solitude me brûle de l'intérieur. Comment prendre du recul en ne pensant que par soi-même ? De base, je la trouve si belle, mais cet hiver, tout est moche. La neige n'est plus, les lumières ne sont plus, et les raclettes sont denrées rares. J'en suis au stade où j'en viens à avoir des flashbacks de moi assis en terrasse, bière à la main. Un plaisir si simple, pourtant devenu interdit. Dépression hivernale plus confinement ne font pas bon mélange. Faites attention à vous en ce temps glacial. Prenez des nouvelles de vos proches et restez fidèles à vous-même et vos convictions. Plein d'amour. Voilà. Super, trop bien. Merci Félix. Voilà, comme ça François, tu vois un peu ce qu'on propose aux jeunes et surtout ce que les jeunes nous proposent comme ça en quelques minutes d'écriture de premier jet, le texte qui en ressort. Oui, c'est très chouette, Pauline. On entend aussi la complexité de faire ça en ligne, en vidéoconférence. Il faut allumer, il faut fermer les micros. C'est pas toujours évident. Finalement, vous connaissez ces jeunes, vous les avez déjà rencontrés avant cet atelier, parce que tout se fait en virtuel. Vous ne rencontrez jamais les jeunes en réel.
Oui, non, donc moi je les connais pas du tout avant l'atelier. Je les découvre donc le jour même et c'est pour ça que c'est important tout ce processus vraiment de commencer avec des petits exercices pour un peu plus se connaître, pour bien leur expliquer quel est le but de l'atelier, de vraiment écrire en fait sur eux et de développer un sujet qu'on n'a pas l'occasion de développer autre part, que ce soit à l'école, dans le cercle familial, dans leurs études, avec leurs amis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on laisse aussi une grande liberté sur le choix de sujet. Et que du coup, en fait, la finalité un peu de l'atelier, c'est que l'article des jeunes est publié sur le site Scanner. Et du coup, donc voilà, c'est pour ça, ils n'écrivent pas pour eux-mêmes, ils écrivent vraiment pour que leur voix soit entendue, en fait, et que nous, en tant que, donc moi, animatrice et le journaliste qui accompagne, on puisse vraiment lui donner des vrais retours, des vrais conseils et l'aider dans l'écriture et dans cette ouverture un petit peu. Merci Pauline en tout cas pour ce petit live partagé avec vous, c'est chouette et bonne route aux jeunes aussi qui vont se lancer probablement dans les minutes qui suivent dans ce processus d'écriture qui est vraiment au cœur de Scanner. Alors on se retourne maintenant à nouveau en plateau avec Bernard Devos. Bonjour Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué général aux droits de l'enfant, vous avez préfacé le bouquin Scanner, je le rappelle, bouche émissaire jeunesse confinée. Eh bien, dans ce livre, vous écrivez qu'il est de bon ton aujourd'hui de considérer comme une faveur de laisser les enfants et les jeunes s'exprimer plus ou moins librement. Que risque-t-on encore en 2020, presque en 2021, à faire parler les enfants, les jeunes dans la société? Est-ce qu'on doit craindre cela? En tout cas, ce qui est certain, c'est que effectivement, c'est plus qu'une faveur, c'est un droit qui est repris dans la Convention des droits de l'enfant dont j'ai la charge de défense en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on est enfant jusqu'à 18 ans, et même au-delà, on peut considérer qu'on l'est encore parfois. Mais donc, c'est un droit, et c'est un droit qui est très, très mal appliqué un peu partout dans le monde, chez nous aussi. Et effectivement, on se demande quelle est la crainte de proposer à des jeunes de s'exprimer librement. Mais c'est vrai que toute cette période a été très, très particulière à l'égard des jeunes, puisque non seulement on les a peu entendus, on les a peu invités sur les plateaux de télé, on les a peu conviés, on a eu un regard sur eux extrêmement violent à certains moments, très très négatif. Et donc c'est vrai que ce bouquin, quand vous m'avez demandé de le préfacer, j'ai été terriblement content parce que c'est assez rare, c'est précieux de voir l'expression aussi directe, aussi bien, j'ai envie de dire accompagnée, parce que c'est pas toujours évident non plus d'arriver à publier ce qui est produit, donc c'est dans les bonnes formes, c'est accessible, et je pense que beaucoup d'adultes vont prendre du plaisir à le lire et vont s'informer en tous les cas des réalités du monde à travers le regard des jeunes. Comme vous, comme nous, et comme vous, bien sûr, vous croyez que justement ce droit à l'expression est nécessaire, important dans la société, mais est-ce que c'est peut-être pas trop naïf de croire que les jeunes vont changer le monde, vont changer l'histoire, simplement en écrivant un petit texte? Évidemment, nous on en est convaincus, mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Sans doute que je suis naïf comme vous alors, parce que je crois assez fort, et donc je crois d'ailleurs qu'il y a évidemment le travail d'écriture qui est important pour les raisons qui ont été dites. C'est un temps d'arrêt sur soi-même. Quand il est accompagné en plus, c'est un temps de dialogue qui est important. Mais je pense que plus que jamais, les jeunes ont besoin de pouvoir s'exprimer à travers d'autres outils aussi, à travers des ateliers radio qui sont réguliers, de la vidéo, d'autres formes d'expression. Mais je pense que ça doit être encouragé de manière générale et ça l'est très très peu. On dit souvent que les jeunes sont dépressifs, je ne le crois pas, mais ils expriment en tous les cas pour le moment beaucoup d'entre eux expriment des sentiments dépressifs et ils doivent être pris en considération, ils doivent être entendus, ils doivent être acceptés, ils doivent être discutés, ils doivent faire l'objet, j'ai envie de dire, d'une appréhension publique générale. Et tous ces petits textes, j'ai envie de dire, individuels, quand on les lit ensemble, on se dit mais il y a une question publique derrière, il y a une question politique. Quelle est la place qu'on donne à l'expression des jeunes dans la société? Et je trouve que c'est vraiment, au-delà du témoignage, c'est vraiment une question publique qui est posée à travers ce bouquin. C'est ce qu'on fait avec Scanner depuis maintenant presque 2 ans, presque 3 ans. En 2018, effectivement, on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer et puis on va porter leur voix à différents niveaux de la société, dans les médias partenaires, au niveau des institutions, parfois au niveau politique. C'est le projet véritablement de Scanner. Thomas, peut-être une petite question en tant que référent pédagogique à Bernard Devos. J'avais une question pour toi, Bernard. Dans nos ateliers, on promeut quand même trois libertés fondamentales. C'est leur liberté d'expression. On veut qu'ils soient libres de parler de tout ce qu'ils veulent, même quand on va des PPJ, quand on va dans des institutions, qu'ils doivent être capables et la possibilité de critiquer. On leur laisse la liberté de participer ou non, de partager ou pas ce qu'ils produisent.
Et la troisième, c'est la liberté au niveau de l'orthographe, vu qu'on passe par l'écrit, on n'est pas là, on n'est pas à l'école, on ne fait pas des dictées. Et moi, ma question, c'est est-ce que pour toi, ces trois libertés, c'est suffisant pour garantir leur possibilité de s'exprimer, et dans la société plus largement, qu'est-ce qu'il faudrait pour garantir justement cette liberté d'expression aux jeunes? Moi, je pense que ces libertés sont, celles que tu viens d'énoncer, me semblent suffisantes quand on est à l'écrit. On rajoute évidemment quand on va sur d'autres outils, notamment quand on travaille sur l'image, la liberté entre guillemets de dévoiler ou de ne pas dévoiler son visage et son identité. Je crois que c'est important. Je veux dire, il y a une différence, j'ai envie de dire, entre l'anonymat et la confidentialité. Je veux dire que on peut travailler dans la confidentialité, ça veut dire qu'on peut travailler entre soi et se dire ok, ça reste entre nous, sans être anonyme pour autant, parce que l'anonymat, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut à mon avis essayer de, pas de combattre, mais dire à quelqu'un tu es anonyme, non, mais on peut éventuellement garder entre nous une série de choses que tu vas nous confier. Et puis, comme vous l'avez fait ici, vous pouvez aussi proposer de dire ok, à partir du moment où tu es tout à fait, entre guillemets, complice, dans le bon sens du terme, que tu es d'accord sur nos principes, et les trois que tu as énoncés me semblent suffisants, entre guillemets, dans le cadre d'un travail d'écriture, eh bien effectivement, on peut, comme vous le faites visiblement, on peut porter ton texte au-delà du petit cénacle dans lequel on l'a conçu, on l'a construit, et faire en sorte qu'il puisse non seulement servir le jeune qui l'a écrit, mais d'autres jeunes qui peuvent se reconnaître à travers cette écriture. La question de l'anonymat, c'est quelque chose qui est très présent, Gilles Eranou, chez Scanner. On donne la parole aux jeunes, mais parfois c'est compliqué de leur donner un prénom et un nom, malheureusement. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué quand le jeune s'exprime ou participe à un atelier dans un cadre, on va dire, carcéral, ou un cadre d'IPPJ où on doit protéger le jeune par rapport à ce qu'il dit. On peut aussi devoir protéger le jeune par rapport à ce qu'il amène au niveau de son vécu, au niveau de son histoire. On peut aussi devoir le protéger parce qu'ils n'ont pas toujours spécialement conscience qu'une fois que c'est dit sur Internet, mais ça reste aussi sur Internet. Donc les protéger à leur demande parfois c'est nous qui prenons les devants en disant ça tu ne peux pas le dire, ou bien sûr que tu peux le dire mais tu ne peux pas le signer, tu ne peux pas être identifiable par rapport à ça. Donc il y a toute une série de précautions qu'on adopte dès le départ. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas envie d'être reconnus, par exemple quand ils font un travail d'écriture dans un cadre plus scolaire, où ils n'ont pas envie d'être dans l'évaluation par un ou une professeure, et qui souhaitent garder une plus grande liberté de parole. Quel sentiment, quel regard portez-vous sur Scanner, sur le travail qu'on peut mener depuis maintenant quelques années? Mais c'est vrai qu'en l'espace dans quelques mois, on a pris beaucoup d'importance et on a de la chance quelque part de pouvoir être là, présent, alors qu'on aurait pu arrêter toutes nos activités, comme malheureusement beaucoup d'acteurs au moment du début du confinement. Qu'est-ce que vous pensez de Scanner? Oui, d'abord, bravo d'avoir continué, mais moi je suis, je le disais tout à l'heure hors plateau, moi je suis fan de ce type d'expérience-là, donc c'est pas un secret. J'ai initié un projet qui s'appelle Parlons Jeunes, qui travaille plutôt sur d'autres outils, radio, télé, mais au début il y avait une partie écrite. On n'a pas trouvé peut-être l'animateur qui avait envie de s'engager à fond pour que ça tienne le même intérêt, mais nos collègues de Stamp Media à Anvers ont ouvert la voie, je pense, de manière assez magistrale, en essayant d'organiser régulièrement, là c'était une rédaction, une conférence de rédaction avec des jeunes de différents milieux, et en traitant une série d'outils. Alors ce qui est intéressant, et peut-être c'est la phase peut-être plus suivante pour vous, le gros avantage de Stamp Media, nos amis flamands à Anvers, c'est qu'ils ont obtenu, notamment avec Gazette van Antwerpen, un accord de publier régulièrement des articles de jeunes dans la Gazette pour les adultes, quoi. Donc c'est l'idée d'avoir de la parole de jeunes dans des outils généralistes et pas simplement confinés, j'ai envie de dire, le terme est devenu fort à la mode, à la marge, dans des outils spécifiques pour jeunes, des espèces de fanzines qui circulent entre eux, etc. Et donc, sur des sujets d'actualité aussi, je pense que c'est important d'avoir le regard des jeunes sur des faits de société, partagés au sein même, dans un encart, au sein même d'un journal grand public, et partagés avec tout le monde. Ça, je trouve ça super important. Et donc, moi, je suis vraiment fan de ce type de projet. Et donc, je vous ai découvert, moi, effectivement, assez tard, notamment à l'occasion du confinement et de ce projet-là. Mais je suis tout à fait enthousiaste, en tous les cas, par rapport à votre initiative. Et je vous encourage vraiment à la continuer. Depuis
près de 2 ans maintenant, on a la chance justement d'être publié dans la Libre Belgique tous les premiers mercredis du mois, où les témoignages bruts des jeunes sont publiés. Donc ça j'invite vraiment à y aller. C'est extrêmement valorisant, même pour des jeunes qui sortent de l'université. Parfois, c'est une grande première pour eux de voir leur production autant valorisée au-delà des points, au-delà d'un cadre de référence qui leur est donné et peut-être assigné aussi. Donc ça, c'est une force. On a d'autres médias partenaires, on travaille notamment avec la RTBF. Et pour la suite, Gilles Ernoult, vous y travaillez activement. C'est pas facile, mais quel est l'intérêt que portent tous ces médias, justement, ces médias adultes, sur nos projets dédiés aux jeunes, et en tout cas leur donner la place dans leurs colonnes, dans leurs différentes plateformes pour justement laisser la parole aux jeunes? L'intérêt des médias, c'est que la parole du jeune est très très peu entendue. Quand on va interviewer un jeune, on va lui poser une petite question. On va être dans la politique du micro-trottoir, du sentiment, de l'impression, du ressenti. Or, le travail que nous, on propose de faire avec les jeunes, c'est beaucoup plus dans l'analyse et beaucoup plus dans la réflexion. Donc, on ne propose pas du snackable, on ne propose pas du prêt à penser, on essaye de construire un article avec un jeune et on essaye de le construire dans l'idée où il est lu. On sort du cénacle, on n'est plus dans le petit cercle et donc on doit écrire pour soi évidemment, mais on doit aussi écrire en se disant je vais être lu. Je ne suis pas dans l'intimité d'un carnet de poésie, je ne suis pas dans mon journal intime, je dois écrire pour être lu par d'autres. Ça veut dire que je dois me poser aussi la question de à qui je m'adresse et comment je souhaite m'adresser. J'avais envie de juste rajouter un truc que je dis très régulièrement, c'est qu'il faut vraiment que le monde d'adultes arrête de prendre les jeunes au mot et les prenne au sérieux. Et donc, toutes ces stratégies des médias de jouer au micro-trottoir, de tendre des micros au lendemain ou pendant les moments un peu bousculés dans les quartiers populaires, leur dire qu'est-ce que tu penses de ça, je veux dire, c'est extrêmement difficile pour n'importe qui, mais pour des jeunes qui sont dans des situations extrêmement compliquées, c'est encore plus. Et donc, non seulement on les prend au mot, mais on les prend vraiment à l'improviste, et ils disent parfois, alors dans ces cas-là, quelques âneries dont on va encore les damner après, on va encore les critiquer pour avoir dit quelque chose qui ne rentrait pas dans les lignes à ce moment-là. Et donc vraiment, arrêtons de prendre les jeunes homo, prenons-les au sérieux vraiment, comme partenaires de société de manière tout à fait intégrale, comme n'importe quel citoyen, n'importe quel individu. Justement, quand on est très loin parfois de l'écriture, parce qu'on va en service d'accrochage, on va dans des endroits où les jeunes n'ont pas l'habitude d'écrire depuis très très longtemps, comment on fait pour les rapprocher de l'écriture, pour leur dire que finalement ça peut être sympa d'écrire, pour leur dire qu'eux aussi peuvent écrire, ont la capacité d'écrire des choses intéressantes? La première chose, c'est de les mettre en confiance, c'est de créer ce climat de confiance avec eux, de dire qu'on n'est pas dans un cadre scolaire, qu'ils ont vraiment cette liberté de s'exprimer et de vraiment leur faire comprendre que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est leur vécu, c'est leur expérience, c'est leur analyse de la société qui est souvent très pertinente, qui est parfois très piquante. Et c'est ça qui est vraiment génial avec ce travail-là, c'est qu'ils nous offrent une perspective, ils nous offrent une lecture du monde qu'on n'a peut-être pas d'habitude et qui est tout à fait intéressante, qui est peut-être pas très audible, qu'on n'entend pas beaucoup. Et justement, c'est ça notre volonté, c'est de rendre cette parole de plus en plus audible et beaucoup plus accessible pour les adultes et qu'on arrête de parler pour eux, mais qu'on les laisse parler et qu'on les écoute avec beaucoup d'intérêt. Là, les visions du monde, comme en parle ici Thomas, est en train d'évoluer. Le Covid est un marqueur social, est en train de le devenir. Je pense en tous les cas que c'est une occasion, une opportunité qu'il fallait saisir et vous l'avez fait merveilleusement bien. Il faudra quand même faire attention à ce que ça ne retombe pas comme un soufflet, qu'on continue à être vigilant à cette parole importante et même peut-être essayer de se rapprocher vers l'écriture par encore les plus jeunes. Vous avez ici dans le bouquin des témoignages d'adolescents, grands adolescents et jeunes adultes. Je pense aussi que parfois la parole et l'écrit de très jeunes, parce qu'il est absent de censure, je vais dire d'autocensure, est parfois très intéressant sur la vision du monde que des enfants peuvent apporter aussi. Ça, c'est peut-être pour plus tard, enfin, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais c'est encore un autre boulot, mais qui est passionnant pour moi aussi. C'est effectivement tous ces témoignages qu'on retrouve dans Bouche émissaire jeunesse confinée. Un ensemble d'experts, de journalistes nous ont accompagnés dans l'écriture de ce projet, de ce bouquin. Je dis l'écriture de ce projet, pas directement du livre, puisque ce sont effectivement des témoignages de jeunes. 58 témoignages ont été choisis, sélectionnés, non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, parce qu'ils rassemblaient peut-être plus d'idées, de manière concentrée, condensée, sur ce que vivent la jeunesse aujourd'hui, pour le moment, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous propose maintenant de nous tourner tout doucement vers un autre jeune,
un jeune musicien qui s'est fait entendre, notamment pour briser un peu le silence lorsque le secteur culturel était quelque peu étouffé, malmené en cette période de Covid, en faisant un petit concert illégal sur la place de Tournai. Il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Youssef, d'abord? Ça va très bien, et toi? Est-ce que tes projets, ça roule? Est-ce que tout est encore au ralenti? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendu? Écoute, je pense comme beaucoup de mes collègues artistes et beaucoup d'autres gens, des hommes, des femmes qui travaillent dans le monde du spectacle, dans le monde de la culture, tout est un peu en pause, tout tourne au ralenti, tout est un peu dans le flou. Je veux dire qu'on attend, on attend un peu que le ciel s'éclaircisse. Du coup, voilà, je pense que comme tout le monde, on essaye de faire du mieux qu'on peut, de se réinventer avec ce qu'on a dans les mains, avec les moyens qu'on a. Et puis on essaye de saisir un maximum d'opportunités comme celles que vous nous offrez aujourd'hui. Donc merci encore pour l'invitation. Je vous propose tout doucement alors de vous écouter, de profiter de ce moment. Tu es venu avec un de tes pianistes, je pense. Exactement, je suis venu avec Joseph derrière moi, qui est un excellent pianiste, un prodige même. Et ça fait pas longtemps qu'on monte sur scène ensemble. Donc voilà, on va vous présenter ça, c'est assez nouveau. Alors écoute tes mots pour combattre tous les maux de cette jeunesse. Merci beaucoup. Ce morceau s'appelle Aleph et il parle d'envie de voyage. Je pense que c'est un bon moment pour en parler. Hein. Ya. Aujourd'hui est un nouveau chapitre. Prends ce texte comme un coup de bélier. Aleph sera l'intitulé, car je suis sûr que tout est lié. Conscient de ma chance, moi, j'apprécie la vie. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Tu sais, je suis sur terre, mon voyage, qu'est-ce que je l'aime. Le paysage change, les gens changent, le train reste le même. Soit on finit en enfer, quand on regarde en arrière, qu'on se dit merde, j'ai tant de choses à faire, tant de choses dont je suis pas fier. Soit on finit au paradis, quand on regarde vers l'avenir, qu'on a dit ce qu'on a fait à dire, qu'on est serein, prêt à partir, faut que je me tire. Mon cœur en a plus qu'envie, c'est niveau diplôme, niveau billet, mais l'amour qui me garde en vie, je l'ai compris. Un peu trop tard, mais le temps n'est pas perdu. Soit je me barre, soit je vis une vie pleine d'amertume, alors c'est décidé. Je marcherai un maximum, besoin de me barrer loin d'ici, même si la vie n'est pas si moche, mon pote. N'est pas si moche. Je marcherai un maximum. Je prends mon sac et je me casse, dis-leur qu'ici je me sens plus trop à ma place, non. Je marcherai un maximum. Je prends mon sac, Pendant que ça se fait la guerre à des milliers de kilomètres entre politique et finance, je me demande ces kilomètres, le stylomètre à rendre clair le flou qui m'entoure. Il y a des périodes où je me perds, j'ai l'impression que tout ça me rend fou. J'ai compris que les lettres de noblesse s'envoient pas par la poste. Je me prends pour un rappeur, mais je rappe beaucoup moins, voilà le paradoxe. La paix ici, voilà ce que nous visons. En construisant nos barrières, on a construit nos propres prisons. On demande aux tiens s'ils sont heureux. T'as leur visage qui change, les gens ont la tête baissée, mais attendent leur étoile filante. Je rêve de paysages qui chantent, je pense plus au long terme. Ça fait longtemps que ça me démange, je fais de la musique par amour. Je m'en fous de tes disques d'or, je ferme les yeux pour voir l'avenir. Les imbéciles disent que je dors, j'ai rêvé d'un album. Et mon album est hâle, hier j'en ai rêvé. J'irai chercher cette aurore boréale, mon pote. Même si la vie n'est pas si moche, je marcherai un maximum. Je prends mon sac, je me casse, dis-leur. Je me sens plus trop à ma place ici, non. Même si la vie n'est pas si moche, je marcherai un maximum. Je prends mon sac et je me casse, dis-leur qu'ici je me sens plus trop à ma place, non. Je me sens plus trop à ma place, frérot. Je me sens plus trop à ma place. Je prends mon sac et je me casse. Je me sens plus trop à ma place ici. Merci beaucoup. C'était donc Joseph et Youssef Swat. Merci à tous les deux. Vous n'êtes pas venus seuls, en tout cas, il y a d'autres jeunes ici dans ce studio et on va avoir l'occasion de les entendre, de les voir aussi. Si je vous dis, même l'école me manque, à mon époque, il n'y a pas encore très très longtemps, ça semblait un petit peu bizarre parce que l'école, on y allait tous les jours. Eh bien, pour de nombreux jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, tout a été différent pendant plusieurs mois. Encore maintenant, il y a des systèmes, on va à l'école, on n'y va pas. Il y a encore beaucoup de télétravail. C'est quelque chose de complètement inédit que personne auparavant n'avait expérimenté. Et même l'école, c'est le titre en fait du témoignage de Bartholomé qui est là aujourd'hui avec nous. Bonjour Bartholomé. Bonjour.
Comment tu vas ce matin? Ça va bien, et vous? Comment ça se passe à l'école? Est-ce qu'on est toujours aussi content qu'il n'y ait plus école ou au contraire on est très très content que l'école est de retour? Bon, on est content quand on peut y aller le matin ou l'après-midi, tout dépend de la semaine dans laquelle on est. Et c'est beaucoup plus agréable que les lives à l'école. Il a fallu combien de temps pour que tu revoies tes copains et tes copines de classe du coup? Moi, je les ai pas vus de mars à début septembre. Qu'est-ce que tu as fait sans eux? Tu as continué à communiquer avec eux? Tu étais sur les réseaux sociaux? Tu as vu d'autres jeunes ou tu es vraiment resté à la maison tout le temps? Bah, je suis resté à la maison parce que c'était obligatoire et je les ai revus qu'à la rentrée. On a parlé sur les réseaux, voilà. Je te propose de nous faire un petit flashback. On va remonter le 26 mars dernier lorsque tout est devenu bizarre et même l'école te manquait. Même l'école me manque. Tout est venu bizarre, même l'école me manque. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais cela, l'école me manque. À peine une semaine de congé forcé et déjà j'ai envie de ce que je ne peux pas, plus avoir, une évasion. Pourtant, je ne peux pas trop me plaindre, j'ai de quoi m'occuper. Des jeux plein mon ordi, un livre d'Arlan Coben à lire pour le cours de français et bien d'autres devoirs qui arrivent via mon smartphone. Malgré tout, l'école me manque. C'est sûr, je deviens fou. Comment se lasser de la grasse matinée, du temps à volonté pour jouer avec mon chien avant de regarder jusqu'à en avoir mal aux yeux des séries policières? Oui, d'accord, je suis fou, mais l'école me manque. Ce doit être l'interdit, une envie de défendu. Pouvoir sortir, descendre en ville, taper sur l'épaule des copains. Ah, l'école me manque. Dans ma chambre, le nez au plafond, au début, je comptais les heures. Puis je suis passé aux minutes, et maintenant, qu'une seconde, c'est long. À la télé, on nous dit que le monde que nous connaissions s'est arrêté. Pour moi, j'ai l'impression que c'est carrément le temps qui s'est mis en lockdown. On nous dit aussi qu'il faut tenir quelques semaines et ensuite tout sera derrière nous. Mais comment penser en semaine quand je goûte à chaque seconde comme un bonbon qu'on laisserait fondre en bouche longuement? Dehors, il fait beau. Le soleil brille. Les arbres se couvrent de vert. Les oiseaux chantent l'amour printanier. Et puis, cette idée qui gâche tout. Une menace pèse sur moi, ma famille, l'espèce humaine tout entière. Je regarde ma map monde. Jusqu'alors, j'y voyais une minuscule représentation d'une immensité. Aujourd'hui, je me dis qu'il est vraiment tout. Tout petit, ce monde. Ma main recouvre facilement un continent sur lequel se propage à toute vitesse cette nano-chose qui fait peur et qui tue. C'est vrai, j'ai peur aussi. Pas vraiment pour moi, pour les jeunes, il paraît que c'est comme une grosse grippe, une histoire de 2 jours maximum. Mais pour mes grands-parents, mes parents peut-être, pour les autres personnes que je connais aussi. Heureusement, à cet instant, je ne connais pas encore de gens qui sont malades, ou même qui en connaissent d'autres qui le sont, mais j'ai hâte que le temps reprenne son cours, oublier ces secondes et ces minutes, recommencer à râler parce qu'il faut se lever tôt, entendre maman qui me crie « Dépêche-toi, il est 7 heures, nous sommes en retard ». Et puis partir pour l'école et la vie normale. Je sais, je suis égoïste. En partant à l'école, je laisserai derrière moi tant de morts devenir des statistiques. Mais j'ai 17 ans et je voudrais encore être insouciant, même s'il est trop tard. Maintenant, je sais qu'on peut tout perdre en un instant, qu'une fois que ce mal, cette crise seront passées, autre chose surgira bien trop tôt, trop vite accompagnée par d'autres calamités dues au réchauffement climatique, qui aura cessé d'exister durant ces quelques semaines de confinement. J'ai 17 ans, et quand je me tourne vers mon avenir, je ne vois rien qui puisse inviter à l'optimisme. Quand j'y pense, j'ai peur, je voudrais ne plus penser, me lever, sortir et aller à l'école. Oh oui, l'école me manque. Merci Bartholomé. Bartholomé, on dit souvent que l'écriture, c'est un truc de fille. Est-ce que toi, ça t'a plu d'écrire? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que c'était une première pour toi? Je dirais pas que c'est une première parce que des textes, on doit en faire depuis qu'on est très jeune à l'école, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui doit se réfléchir, on ne peut pas l'écrire sur un coup de tête. Ça t'a plu en tout cas, tu as eu le sentiment à un moment donné de pouvoir t'exprimer au-delà de ta chambre, au-delà du jardin, de la maison? Est-ce que tu as eu l'impression que grâce à Scanner, ton texte il est parti quelque part et tu t'es senti entendu? Les copains ont lu ton texte, la famille peut-être? Mes copains, je leur en ai pas parlé beaucoup, mais ma famille, oui, elle l'a lu. Et puis être publié, c'est différent que d'être seulement lu par son père ou sa mère et son professeur qui corrige et qui met une note sur 20. Mettre une note, c'est dur sur un texte qui est très personnel. J'en ai jamais dû faire l'exercice, mais sûrement. En tout cas, nous, on a été très contents, comme
tous les autres jeunes, de recevoir ton texte, de pouvoir partager un peu ce moment de vie avec toi, ce moment de vie unique. Je vois les invités qui t'ont écouté de manière très religieuse et même parfois de manière très impressionnée aussi, parce qu'effectivement, cette période, elle est complètement inédite pour nous tous et c'est vraiment le travail qu'on a pu mener avec Scanner. Je vous le rappelle, ce sont 330 jeunes qui ont été accompagnés en Fédération Wallonie-Bruxelles en l'espace de 6 mois. 330 jeunes avec qui on a vraiment pris le temps de décortiquer, de se poser énormément de questions sur les autres, sur le fonctionnement de la société, le sens même de la vie, parce qu'effectivement, en cette période, c'est extrêmement compliqué. On va écouter une autre jeune tout de suite qui s'appelle Laura. Laura, le 21 mars, elle nous a envoyé son texte. Elle nous disait que le temps s'est arrêté et que tout tourne au ralenti. Jusque-là, vous pouviez le dire aussi, c'est évident. Elle a essayé de profiter un petit peu de cet arrêt qui lui était imposé pour relâcher la pression et réfléchir sur elle-même. Laura, elle refait ce soir pour nous le point sur ce qu'elle a vécu et ce qu'elle avait encore droit à l'époque et ce qu'elle n'avait déjà plus droit en période de confinement. On l'écoute. Face à moi-même et aux autres. Maintenant que le temps s'est arrêté et que le monde tourne au ralenti, je me retrouve face à moi-même. Certes, entourée par ma famille, mais cette fois je prends le temps d'être seule. Je savoure ces moments de solitude qui, avant le confinement, se faisaient rares. Je parle de ces moments où l'on peut relâcher la pression, réfléchir sur soi et s'arrêter pendant un instant. Depuis que toute activité a cessé, on se rend compte qu'on vivait à du 100 à l'heure et que la vie ne nous attend pas. On ne se donne pas le temps de faire certaines choses, on ne se donne pas de répit, alors qu'on a la possibilité de s'arrêter. Je me suis donc demandé pourquoi faut-il que j'attende que le monde arrête de tourner pour prendre du temps pour moi. À présent, je passe du temps en famille et je prends soin de moi. Ce confinement m'a permis de me dire que je devais privilégier des moments de qualité et non de quantité. J'entends mes parents me dire « Ah, Laura est enfin à la maison ». Je me rends compte que je ne prenais pas le temps de m'arrêter chez moi et cela m'a rendu triste. Maintenant que j'y suis, je profite et je joue à des jeux avec mes frères et sœurs. Je prends le temps de cuisiner des bons petits plats, je lis, je vais courir, je fais du vélo, des balades avec le chien et j'en passe. La vie, quoi. Et j'écoute aussi beaucoup de musique pour me relaxer. Je ne regarde même plus de séries et je fais appel à ma créativité et mon imagination pour faire de la peinture ou du dessin. Ce confinement ressemble beaucoup à un blocus. Oui, il faut que je bosse sur mon mémoire aussi. Et puis les cours à distance, c'est pas si mal finalement. J'aime bien cette idée d'écouter le prof depuis son lit. Je suis beaucoup plus attentive depuis que les cours se donnent en ligne. Par contre, le fait de s'y rendre me manque. Une fois cloîtré chez soi, on se rend compte à quel point on appréciait faire certaines choses. Comme le disent souvent les gens, on ne se rend compte de la valeur des choses qu'après les avoir perdues. Pour l'instant, je m'occupe tous les jours et j'essaie de faire des activités différentes afin que les jours ne se ressemblent pas. Pourtant, au fur et à mesure que le temps passe, certaines choses vont commencer à me manquer. Tout d'abord, le manque de liberté. Le fait de pouvoir se rendre chez des amis à n'importe quel moment de la journée, voir ses grands-parents et pouvoir faire des choses spontanées, sur un coup de tête. Le fait d'être cloisonné chez soi fait réfléchir à ce que l'on a et à ce que l'on n'a plus. Il n'y a donc plus moyen d'exprimer cette spontanéité qui désormais a des limites. On se sent comme enfermé dans une cage et on sent l'angoisse nous piquer le nez, car on ne sait pas de quelle manière les événements vont évoluer. Du coup, on s'occupe comme on peut et on essaye de rendre le temps moins long. Et même si on sait qu'à terme, on finira par tous tourner comme des lions en cage. Heureusement, on garde cette connexion entre nous grâce aux réseaux sociaux. On se sent éloignés tout en étant proches les uns des autres. In fine, on peut utiliser ces outils à bon escient et revenir à leur but premier, celui de rester connectés. Ils nous permettent de nous divertir, de partager nos expériences et aussi d'exprimer ce que l'on ressent. Et c'est précisément dans ce genre de moments que l'on peut observer des phénomènes appelés partage social des émotions. On se rend compte qu'on forme une communauté et qu'en temps de crise, tout le monde se rassemble pour soutenir ceux et celles dans le besoin. Un peu de chaleur dans ce monde de brut. Les réseaux sociaux deviennent alors un endroit où tout le monde s'exprime. Certains font la morale, se plaignent, d'autres prennent les choses avec légèreté et ajoutent leur point d'humour. Moi, ça me fait beaucoup rire. Finalement, je fais attention à ne pas trop aller scruter les informations les plus récentes sur le coronavirus, pour ne pas que cela devienne trop anxiogène et que cela finisse par éclater la petite bulle que je me suis créée. Cette bulle dans laquelle je me sens apaisée, pour l'instant. Pour ma part, je suis heureuse de vivre ce confinement auprès de ma famille, même si après 10 jours, on finira tous par se taper dessus. Mais je les aime quand même. Et je remercie les réseaux sociaux d'exister. Je peux rester en contact avec mes amis et continuer à leur envoyer des messages stupides. Pour l'instant, je suis encore zen, mais je crains les jours à venir. Ma zen attitude a des limites,
Ma soif de liberté, elle, n'en a pas. Et ma folie n'attend qu'une chose, s'évader. Waouh! Merci Laura pour ce beau témoignage, un témoignage qui nous permet de voir un petit peu comment les jeunes, quand ils sont universitaires comme toi, peuvent vivre aussi ces événements. Tu n'es plus en réto, tu n'es plus en secondaire non plus, tu es dans une période de ta vie où c'est l'occasion de pouvoir s'émanciper, de pouvoir commencer à devenir tout doucement adulte. Et on se rend compte effectivement, et on aura l'occasion d'en discuter avec nos invités dans un instant, que malheureusement tout ça n'est plus vraiment possible. Pourtant, il le faut et ça va continuer. Moi, je voulais te demander, finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette période, de ces moments ces moments de vie que tu viens nous partager? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça pour ton futur? En tout cas, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une certaine résilience face au stress. Ça m'a permis aussi de me réinventer, finalement, vu qu'on se rend compte qu'on nous retire tout un tas de choses. On doit commencer à réfléchir sur des choses nouvelles qu'on pourrait faire. Donc ça permet vraiment de se remettre en question aussi et d'essayer de vivre d'une autre manière. Donc ça, je trouve que finalement, il y a un peu de positif dans le négatif, c'est qu'on s'adapte, quoi. Bartholomé nous disait que le manque d'amis, c'était parfois compliqué. Pendant de très longs mois, il n'a pas pu voir ses copains, ses copines de classe. Toi, ça a été pareil pendant 6-7 mois? Oui, moi je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai quand même pas très bien vécu le fait de ne pas voir mes amis. Pourtant, j'ai très bien vécu le confinement avec mes parents, mais c'est pas la même chose. Ça fait toujours du bien de voir des personnes de son âge, de pouvoir discuter de tout et de rien. Donc c'était quand même assez difficile à vivre. Écrire, ça fait du bien, c'est important pour toi, ça t'a permis d'avancer quelque part? C'est un peu comme une thérapie en fait, écrire. On se lâche un peu, on dit tout ce qu'on pense, et donc on a l'impression un peu de retirer un fardeau de ses épaules comme ça. Donc ouais, ça fait du bien. Se voir publier aujourd'hui, c'est un petit peu un stress ou finalement c'est se dire mon témoignage c'est un peu celui des autres aussi? Oui, je pense que ça reflète aussi ce que pas mal de jeunes ressentent, donc c'est sûr que ça fait plaisir quand on est écouté. Merci Laura. Le confinement, effectivement, a réduit tous les champs des possibles. Des confinements, ça n'a pas beaucoup aidé et ça n'a pas forcément ouvert beaucoup plus de perspectives pour les jeunes. Les habitudes et tous les projets, eh bien, tout ça s'est envolé quelque peu. Certains jeunes, pendant le confinement, nous ont parfois parlé de leur passé plus ancien. Ils ont ressassé. La période n'était pas très propice pour eux. Ils ont beaucoup angoissé, beaucoup stressé. Et tout ça, ça les renvoyait parfois à des expériences négatives qu'ils ont pu vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois auparavant. C'est le cas de Romane qui est là aujourd'hui. Et on avait aussi envie de la féliciter parce que ce qu'elle va nous raconter, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est des événements qui sont parfois beaucoup plus douloureux. Des choses, effectivement, qu'on peut ressasser, qui n'ont pas vraiment de lien avec le confinement. Sauf que, pour les jeunes, c'est difficile cette période. On t'écoute, Romane. Harcelée 1 an après. C'était dans la cour de récréation, à la pause de 10 heures. Je me dirige vers ma meilleure amie. Elle est avec une bande de filles. En m'apercevant, elle décide de se rendre à l'autre côté de la cour. Je me dirige à nouveau vers elle, mais elle répète cette opération étrange encore et encore. Je comprends alors. Elle tente de m'éviter. Rentrée chez moi, je lui envoie des messages et lui demande pourquoi elle se comporte de cette manière avec moi. Aucune réponse. Après 2-3 longs mois d'attente, elle m'envoie finalement un message me faisant comprendre qu'elle ne veut plus de moi. 4 mois plus tard, je crée un groupe WhatsApp avec tous les anciens élèves de l'école primaire. Elle poste alors un message plein d'insultes, racontant des choses inexactes me concernant. C'est moi qui l'aurais lâchée. Elle écrit aussi que je n'ai pas d'amis, que je suis nulle, que j'ai été méchante avec elle, etc. J'ai été très blessée par ces messages. Je me suis sentie problématique, nulle, pas assez bien pour les autres. J'ai perdu le tout petit peu de confiance que j'avais en moi. Pour compliquer encore un peu les choses, je suis ultra sensible, je pleure très facilement et je ne sais pas encaisser. Bref, je prends tout très à cœur. Maintenant que j'y pense, j'aimerais ne plus fondre en larmes. Je me dis qu'avec le temps, j'oublierai cette histoire. Aujourd'hui, j'ai plein de nouvelles et de nouveaux amis et ils se reconnaîtront. J'ai appris à connaître de nouvelles personnes. J'ai pu compter sur les membres de ma famille qui ont été, sont et seront toujours là pour moi. Cette expérience m'a fait comprendre qu'il faut faire attention quand on choisit ses amis. J'ai repris confiance en moi, j'ai fait le tri dans ma tête, je garde le positif et je chasse le négatif. Je ne veux garder que les bons souvenirs entourés de mes proches.
Et Romane. Alors Romane, toi tu es l'une des plus jeunes auteurs de ce bouquin puisque tu as 13 ans, peut-être que depuis tu as 14 ans. Non, j'ai toujours 13 ans. Tu as toujours 13 ans. Tu es du coup en quelle année toi? Moi, je suis en 2e secondaire. Ça t'a fait du bien d'écrire pendant ce confinement? Oui, parce que c'est plus facile que la parole, puisque moi, la parole, quand je parle, j'ai plus vite tendance à craquer, tandis que quand j'écris, j'ai plus facile à contenir mes émotions et c'était beaucoup plus simple pour moi. C'était facile d'écrire, de mettre tes idées sur le papier, de pouvoir t'exprimer finalement par écrit. C'est un exercice difficile quand on a 13 ans. Alors, ça n'a pas été simple, puisque au début, ça m'a remémoré plein de très mauvais souvenirs. Et puis, je me suis dit que si ça pouvait aider d'autres personnes qui étaient dans mon cas, ben, autant le faire, parce que si ça peut aider, ben, autant y aller et foncer, quoi. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on écoute, on t'a entendu. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs messages qui nous sont arrivés, notamment d'une Sophie qui te félicite et qui dit que ton texte est vraiment superbe et qu'il faut avoir beaucoup de courage aussi pour pouvoir se livrer comme ça ce soir. Donc bravo évidemment à toi. Est-ce que tu avais déjà écrit par le passé ou c'était vraiment un tout premier exercice? Alors j'ai déjà écrit, mais je ne pense pas que c'était des textes aussi forts et aussi personnels. Donc voilà. Merci à toi. Effectivement, avec Scanner, on va parfois à la rencontre de jeunes qui n'ont pas toujours l'habitude d'écrire, qui sont parfois, on l'a dit tout à l'heure avec Bernard DeVos, qui sont parfois très très loin de l'écriture. Eh bien, on est là pour les stimuler, leur donner des petits exercices pour justement leur montrer que écrire, c'est drôle, c'est marrant, que quand on a des choses à raconter, simplement, on sait les écrire et on peut le faire. Je vous propose qu'on puisse continuer de discuter de cet ouvrage que je vous remontre ici, Les bouches émissaires jeunesse confinée, paru il y a quelques jours maintenant aux éditions namuroises. Ce bouquin contient notamment les textes que vous venez d'entendre actuellement. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Fabienne Cloax. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même. Effectivement, vous êtes professeur en psychologie à l'ULG, à l'UG Liège, on dit maintenant. Exactement. On a Jacinthe Mazzochetti, anthropologue, si je ne me trompe pas, exactement, de l'UEC Louvain. On a Julie Reinhardt de la Fédération des maisons de jeunes. Et alors Bernard Guillemin, coordinateur d'Altervisio, c'est compliqué à dire, coordinateur d'une organisation LGBTQI+. Donc toutes les questions LGBT, vous les connaissez bien, on va y revenir. Vous avez aussi participé à certains ateliers d'écriture, vous avez libéré la parole de certains jeunes en discutant avec eux, en déconstruisant parfois des idées qu'ils avaient sur ces thématiques-là. Et on va y revenir tout de suite. Tout d'abord, Fabienne Glovax, moi j'avais une question qui nous a souvent été posée par les politiques. C'est vrai que dès que le confinement est arrivé, on a fait un petit peu de promotion et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus à nous, on l'a dit, 330 jeunes au total. Beaucoup de politiques se sont tournés vers Scanner. Tiens, c'est quoi Scanner? En quoi ils vont pouvoir nous apporter des choses? Et on a eu pas mal de vidéoconférences, pour rester dans le thème, avec des politiques qui nous ont dit, finalement, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'état de santé des jeunes? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Comment ils vivent les choses? Et donc nous, traditionnellement, chez Scanner, on porte la voix. On leur a transmis un certain nombre de témoignages. On a eu le temps de discuter aussi avec certains sur le vécu de ces jeunes. Aujourd'hui, avec un peu de recul, avec les travaux que vous avez menés, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors c'est déjà très bien de pouvoir se poser la question. C'est une question qui n'a pas été posée. Le micro. Voilà, on est en direct, effectivement. Donc, voilà, je vous écoute. Donc je dis c'est déjà bien de se poser la question. C'est une question qui n'a pas été posée au début du confinement et qui a été totalement oubliée, tout comme les jeunes. Et donc très rapidement, donc moi je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ces jeunes vont vivre alors qu'ils sont privés de ce qui est essentiel pour eux? Et donc j'ai mené plusieurs enquêtes tentant de comprendre ce qu'ils pouvaient vivre. Et ces enquêtes, ces résultats d'enquête ont montré qu'ils étaient dans une détresse importante, que ce soit les adolescents ou les jeunes adultes, donc les jeunes en transition adulte, et qu'ils présentaient une détresse qui se manifestait par de l'anxiété, de la dépression, un sentiment de vide, une perte d'espoir, et qui, pour certains, prenait une allure assez même dramatique et sévère. Donc il y a lieu quand même un petit peu de s'inquiéter. Il faut mettre des choses en place. Il y a lieu non seulement de s'inquiéter, mais de se préoccuper également, car encore à ce jour, ce que les jeunes peuvent exprimer, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir été peu entendus, qu'on ne se préoccupe pas de leur bien-être, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, qu'ils sont actuellement à l'école pour vite rattraper une matière, mais non pas pour être entendus dans ce qu'ils vivent. Et en cela, voilà, le projet Scanner et le projet des bouches émissaires est extraordinaire, parce que c'était vraiment leur donner la parole et d'offrir
offrir également un support par l'écriture pour donner du sens, pour se construire également au niveau de leur identité et pour montrer également la diversité de tout ce qui a été vécu. Dans ce livre, et on a entendu une jeune, je pense tout à l'heure, qui le disait, le mot résilience revient dans la thématique, avec l'utilisation même de ce mot-là. Est-ce qu'on peut croire vraiment à cette résilience de la jeunesse? C'est quelque chose qui est imaginable, les perspectives sont possibles et les jeunes en sont conscients? Donc c'est important de reconnaître qu'ils ont été mal, que c'était extrêmement difficile, mais c'est très important également de ne pas les enfermer dans cette image négative et stagnante. Et dans les témoignages, on peut lire soit entre les lignes, soit explicitement qu'il y a vraiment tout un élan de rebond et un besoin de participer, de s'engager dans la société, de prendre une place, de reconstruire des éléments, de re-questionner leur façon d'être. Donc je pense qu'il y a vraiment possibilité d'activer cette résilience, mais à nouveau, il faut la soutenir également et l'accompagner. Et je crois que vraiment l'accompagner encore et encore durant les prochaines phases de la crise. Vous avez lu attentivement, même relu ce bouquin avec nous avant qu'il sorte et qu'il soit tout beau là aujourd'hui sur la table. Effectivement, est-ce que le travail de scanner, d'écriture, est essentiel pour les jeunes eux-mêmes en cette période, mais aussi pour la société en général? Donc l'écriture est vraiment un outil extraordinaire et très puissant. Et cependant, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, peu de jeunes pensent y avoir accès, pouvoir l'utiliser. Donc toute la méthodologie qui est mise en place, tout l'accompagnement qui est mis en place permet finalement à rendre cela possible pour toute une série de jeunes qui pensaient ne pas pouvoir accès à l'écriture. Donc c'est vraiment très très important. Alors c'est un outil qui a permis de se décrire, de décrire ses expériences, de se construire, de donner du sens, mais c'est un outil qui aussi s'inscrit dans une logique de prendre soin, donc vraiment du care, c'est-à-dire que c'est un outil qui a permis pour certains de se réparer, de se reconstruire, de se projeter dans l'avenir, de percevoir des portes ouvertes, de témoigner d'expériences antérieures de discrimination, de violence. Donc je crois que c'est vraiment un outil intéressant qui va d'ailleurs pouvoir servir, je pense, dans le travail thérapeutique, dans le travail éducatif, parce que les jeunes lecteurs vont pouvoir également s'identifier, reconnaître des éléments qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes identifiés parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc là, on a vraiment un ouvrage que je vous félicite vraiment. Donc c'est un travail extraordinaire. La société a aussi besoin de recevoir ces textes-là, de pouvoir se nourrir du vécu des jeunes. Les jeunes ont une inventivité, une créativité et une profondeur dans les questions qu'ils posent, dans les questions existentielles. Et à nouveau, on peut les lire dans les différents récits, on peut les lister, on peut les retrouver avec nuance, avec complexité, avec diversité. Donc très important de pouvoir le diffuser. Et en plus, ces récits, en fait, sont également une trace par rapport à ce qui a été vécu, parce que ça va tellement vite et tellement lentement, la crise, on a presque oublié ce qui était les premiers temps de la crise, qui sont vraiment un témoignage, une trace de l'histoire pour les jeunes qui ont participé, mais également pour les autres jeunes, pour les politiques, et peut-être une opportunité également pour les politiques pour qu'ils se rendent compte finalement qu'ils ont peut-être omis à un certain moment et qu'il est urgent de par ce confinement, mais après le confinement également, de vraiment prendre en compte la parole, l'existence, la créativité, tout le potentiel que les jeunes présentent. Effectivement, les jeunes ont vraiment eu la possibilité de se raconter sur des sujets dont ils étaient acteurs et témoins, sur des sujets extrêmement graves que sont parfois l'attouchement, la question de viol. Toutes ces questions ont été abordées en atelier, parfois des violences familiales, intrafamiliales très graves auxquelles on a été confrontés. On a été des relais pour certaines structures de pouvoir à un moment donné dire « écoute, tu ne peux pas rester avec tout ce vécu chez toi, avec toi, etc. » Et donc, on a vraiment dû, avec Scanner, trouver notre place. Une place où on restait dans le témoignage, qu'on n'allait pas pouvoir accompagner les jeunes dans leur détresse, mais pouvoir les accompagner justement à pouvoir quitter, sortir cette souffrance pour pouvoir aller vers des personnes relais, des structures qui sont habilitées effectivement à les accompagner. Je propose qu'on se retourne un petit peu vers Julie Reinhardt. Voilà, le micro, c'est super. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'au niveau de la Fédération des maisons de jeunes, en particulier de vos membres, est-ce que tout ce que Fabienne décrit est ressenti, est vécu? Comment ça se passe sur le terrain en ce moment pour les jeunes? Oui, tout à fait. Donc le témoignage de terrain qu'on a recueilli, nous on a fait des consultations auprès des professionnels qui travaillent dans la centaine de maisons de jeunes de notre réseau.
Et ce qui remonte, c'est vraiment ces éléments-là, ces éléments de souffrance des jeunes, beaucoup d'isolement, beaucoup de détresse, d'angoisse. La question des injustices, des inégalités qui frappent très fort les professionnels de terrain, c'est d'une part la question de la fracture numérique très très forte, mais également les conditions de vie qui sont très différentes, les milieux familiaux qui sont très différents. Les maisons de jeunes accueillent vraiment du public de tous les types, de tous styles, et ça saute aux yeux ces inégalités qui se renforcent. Cette question aussi de l'information des jeunes. L'information déjà pour les adultes, c'est très complexe, c'est très confus. Il y a beaucoup d'incohérences et pour les jeunes, ça se marque encore plus avec des difficultés pour comprendre les choses. On en rajoute en plus avec le complotisme, les fake news, etc. C'est pas évident pour eux. Et puis, ce sentiment, comme Mme Glowacz l'a précisé, d'être nié, d'être exclu, qu'on ne parle pas d'eux. Soit on ne parle pas d'eux, on ne prend pas conscience de la difficulté qu'ils vivent, ou bien alors, pire, on les accuse, entre guillemets, d'être les responsables de cette crise. Donc, c'était vraiment pas évident. Les normes, tout ça a évolué en quelques heures seulement, donc c'est extrêmement bien décrit. Je pense notamment à Barnabé, 13 ans, qui nous décrit que soudainement, ce qui était tout à fait normal, aller jouer au skatepark avec ses copains, c'est devenu tout à fait illégal. Et ça, les experts qui travaillent avec nous se disent, mais c'est intéressant, parce que les skateparks à Bruxelles, entre autres, parce que Barnabé habite Bruxelles, ça a été construit justement pour calmer la jeunesse à un moment donné, dans les années 90, pour un peu revitaliser certains quartiers et autres. Et tout d'un coup, on leur dit, boum, c'est terminé, on ne peut plus y aller. Et donc ça, les jeunes ont vécu ça de manière parfois incompréhensible, comme vous le disiez aussi effectivement, parce qu'on ne leur a pas forcément adressé directement une communication, on ne sait pas toujours pourquoi ni comment, mais on subit les choses, on regarde la télévision avec les parents le soir dans un langage qui n'est pas toujours compréhensible aussi. Et donc effectivement, tout ça a été bouleversé, c'est ce que les jeunes ont pu décrire. Je suppose qu'au niveau du secteur jeunesse, on a dû se réinventer l'accès aux jeunes. Vous parliez de la fracture numérique, effectivement, c'est un réel problème. Chez nous, on sait que certains jeunes se sont un peu exclus aussi de nos ateliers parce que c'est pas facile de se connecter via une plateforme de vidéoconférence. Comment vous avez fait pour avancer le plus sereinement possible avec les animateurs en maison de jeunes, mais aussi plus globalement dans un fonctionnement du secteur jeunesse ? Ça n'a pas été facile et aujourd'hui encore, je dirais que les professionnels du secteur, ils sont entre une grande lassitude, une grande frustration de ne pas pouvoir exercer leur métier, de ne pas pouvoir agir auprès des jeunes alors qu'ils constatent toutes les difficultés vécues, mais qu'on leur interdit d'ouvrir les maisons de jeunes, d'accueillir, d'organiser des projets. Et à la fois, donc, une créativité et une inventivité où sans cesse, en effet, ils se réinventent, ils imaginent des solutions. Alors ça va évidemment des ateliers, des accueils en ligne sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes numériques, mais également des systèmes d'animation avec des kits qui sont distribués à domicile, kits d'ateliers créatifs, kits d'ateliers culinaires, où les jeunes vont alors chacun chez eux faire quelque chose et le repartager. Ce qui est évidemment très dur, c'est le questionnement en termes de posture professionnelle pour tous ces animateurs, de faire un métier, de réinventer un métier alors qu'il y aurait vraiment besoin de contact, il y aurait besoin de soutien, de réconfort et qu'ils ne savent pas le donner. Alors c'est en ligne, mais ça perd un peu de son âme, c'est pas la même chose, donc c'est vraiment difficile. Il y a toute une série de jeunes qu'ils n'arrivent plus à toucher, on garde le contact avec seulement certains, donc on perd une partie du public. Et en plus, on n'arrive vraiment que à faire qu'une partie de ce travail, c'est-à-dire garder le lien, garder le contact. Par contre, l'essence même d'une maison de jeunes, c'est à partir de ces rencontres, à partir de tous ces jeunes qui se rassemblent, de créer des projets, de pouvoir échanger des points de vue, de pouvoir partager sa vision du monde, d'être entendu. Et c'est en ça que, notamment, les ateliers d'écriture de scanner ont pu travailler cet axe qui est une des missions des maisons de jeunes aussi. Comment est-ce qu'on développe Là, on parle de citoyenneté responsable, active, critique et solidaire, mais on permet aux jeunes de se penser dans la société. Et ça, avec l'écriture, avec les ateliers qui ont été mis en place, on arrive un peu plus
à remplir cette mission auprès des jeunes pendant le confinement. La créativité donc est au rendez-vous, mais est-ce que les jeunes sont encore au rendez-vous après des semaines et des semaines, des mois confinés, déconfinés? Est-ce que la motivation est toujours là du côté des jeunes et peut-être aussi du côté des professionnels? Alors, on voit de plus en plus de lassitude. Donc, au premier confinement, ça avait quelque chose d'un peu exceptionnel. Il y avait cette espèce d'ambiance particulière. On était un peu tous dans le même bateau. Et puis maintenant, ça donne l'impression que ça s'installe dans une normalité. Et puis, le fonctionnement par écran, les premiers, quand on l'a fait en mars, avril, mai, c'était nouveau. Maintenant, l'école s'y est mise. Les écrans, ça veut dire aussi travailler, être attendu au tournant, etc. C'est pas du tout la même chose. Et puis, en effet, cette injonction à être créatif, à être tout le temps se renouveler, tout le temps essayer de trouver de nouvelles manières de faire, c'est vraiment épuisant. Donc, on a aussi, en effet, un secteur jeunesse épuisé et qui a besoin d'être entendu aujourd'hui également par les politiques. Cela vous étonne, Fabienne Cloax? Non, pas du tout. En fait, je pense que tout ce qu'on a pu observer comme émergence de motivation, de créativité au départ, aujourd'hui se solde par un essoufflement. Alors un essoufflement pour différentes raisons, une saturation, une fatigue, tant chez les professionnels que chez les jeunes. Donc on a vraiment un phénomène en miroir, les uns parce que des questions se posent de nouveau quant au sens des actions qui sont menées. Les jeunes se posent également des questions quant à savoir quand ce sera terminé, quand on va pouvoir reprendre une vie normale. Et je pense qu'il y a un essoufflement et même si certains peuvent bien s'adapter à ce système, etc., que ce soit les étudiants en enseignement supérieur ou les étudiants en enseignement secondaire, sont vraiment dans un état qui tente à se détériorer davantage. Alors, j'aime pas d'avoir cette vision pessimiste, mais malheureusement, nos consultations cliniques le montrent et indiquent que vraiment c'est difficile de répondre à toutes les exigences maintenant qui leur sont demandées, avec le retour à l'école également, qui était tant attendu et pour lequel ils se réjouissaient. Ça amène une charge assez importante et puis plus ça dure, plus c'est dur, au sein des familles également, où les tensions également sont en train de s'intensifier. Le travail de certains acteurs jeunesse, comme chez Altervisio, est aussi, j'allais dire, un petit peu altéré pour le moment. Comment vous faites pour garder du lien? Vous allez souvent dans les écoles, maintenant je suppose que ce n'est plus possible. Est-ce qu'on se réinvente aussi de votre côté au niveau des organisations de jeunesse? Mais oui, comme pour les maisons de jeunes, on a dû se réadapter, créer une nouvelle manière d'interagir finalement avec les jeunes, puisque une des missions principales d'Altervisio, c'est d'aller au contact des jeunes dans les écoles pour parler de diversité, d'identité, de normes, et sur ces questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Et donc c'est très compliqué, et donc on crée des animations numériques comme pour comme les maisons de jeunes, mais ça n'a plus sens. Il n'y a plus de contact, il n'y a pas de... L'idée du débat n'est pas possible sur un Zoom, un Teams, ces nouveaux outils qu'on découvre, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est très compliqué pour nous de retravailler, c'est très compliqué d'aller à la rencontre des jeunes, puisqu'ils sont confinés chez eux, qu'on ne va pas chez eux, on ne peut pas les recevoir chez nous. Et ça crée une problématique pour des jeunes avec des caractéristiques identitaires dites minoritaires. Donc pour les jeunes LGBTI, cette période est une catastrophe. Et quand on dit que les jeunes sont les grands oubliés de cette période, alors chaque cohorte ira de sa plainte certainement, et à juste titre, mais il est évident que pour ces jeunes LGBTI qui sont enfermés chez eux dans des milieux parfois hostiles, quand je dis parfois, ce n'est pas parfois, c'est souvent hostile, cette période est une catastrophe. Et donc effectivement, on ne peut plus effectuer notre travail de sensibilisation et de formation des professionnels, mais on ne peut plus aider ces jeunes non plus, dont on reçoit des témoignages, des appels, des messages sur les réseaux sociaux, et il n'y a plus personne qui est là pour les recevoir, les soutenir, les écouter. Et là aussi, c'est un appel qu'on devrait relancer aux politiques, et en ça, l'ouvrage Bouche émissaire est évidemment un outil formidable, mais il faut qu'on écoute ces jeunes et il faut arrêter ces politiques d'enfermement et d'emprisonnement pour ces jeunes spécifiques en tout cas. En tout cas, vous avez participé à nos ateliers, vous êtes venus sur le terrain, vous êtes mouillés en cette période de confinement, oui. Un peu de déconfinement. On a passé notamment une semaine très très riche au mois d'août en présentiel avec une dizaine de jeunes pour discuter de toutes ces questions-là, pour déconstruire toutes des idées reçues. Des découvertes aussi, puisque je pense que l'un d'entre eux avait même fait un coming out en cette période un peu particulière et c'était pas forcément évident pour lui, mais
toi tu y étais présent pour l'accompagner, l'aider vraiment à se raconter par rapport à ces événements-là, ces difficultés que lui pouvait vivre. Alors, effectivement, toutes ces formes de discrimination à l'égard de ces publics-là a tendance à augmenter ces derniers mois, vous l'avez dit. Mais concrètement, est-ce que Scanner, par l'écriture, peut, selon vous, changer un petit peu les choses pour le jeune, pour la société? Est-ce qu'on est un moteur un petit peu sur ces questions-là? Alors d'abord, on suppose que ces inégalités augmentent. En tout cas, on peut le constater par les témoignages qui nous parviennent. Par contre, comme le disait André Area il y a quelques semaines chez Bernard De Vos, nous n'avons pas en Belgique suffisamment d'indicateurs pour pouvoir mesurer l'impact réel de cette crise sur les populations. Mais on peut effectivement extrapoler des résultats d'autres enquêtes, notamment aux États-Unis et en Seine-Saint-Denis, en France, où on constate effectivement que pour les populations déjà discriminées à la base, il y a un taux d'augmentation, un taux de discrimination qui est en augmentation. Et effectivement, par les témoignages qui nous reviennent aussi, nous sommes assez inquiets de ce que cette période a comme impact. Aborder ces thématiques dans le cadre des ateliers de Scanner, c'est évidemment un outil formidable et un médium magnifique. Parce qu'effectivement, comme on l'a déjà dit ce soir, travailler la question de l'écriture, c'est aussi reprendre le temps de penser, de structurer sa pensée et de venir se repositionner sur ces questions de genre et d'orientation sexuelle qui sont encore finalement des thématiques assez clivantes ou qui redeviennent peut-être clivantes aujourd'hui dans notre société pour un tas de raisons et de phénomènes qui accompagnent ce retour à des prises de décisions et des postures par rapport à ces questions éthiques ou d'identité plus compliquées. Et donc travailler ces thématiques avec les jeunes au travers de l'écriture, c'est pour nous assez intéressant. Et pour toutes les raisons qui ont été citées, hein, le fait de prendre le temps de se reconnecter à soi. Je pense à une autrice, Frédérique Dolphin, qui mène beaucoup d'ateliers d'écriture en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui est vraiment dans cette question de on se reconnecte, on prend le temps et on lâche. Et on n'est plus dans cette contrainte de l'école où on doit écrire pour des points, pour de l'orthographe, pour de la syntaxe. On est juste dans l'expression de soi, l'expression de son idée. Et en ça, ce travail fait avec Scanner nous paraît tout à fait pertinent. L'écriture, c'est plus puissant finalement qu'un groupe de parole, que d'autres médiums qu'on pourrait utiliser aussi pour s'exprimer? Alors, j'aime pas beaucoup la hiérarchie, donc je vais pas dire c'est plus, c'est moins. C'est une autre manière de faire. Et je pense que l'écriture, ça a été... Je vous entendais dire tout à l'heure qu'on dit souvent que l'écriture, c'est un truc de filles. On va refaire des ateliers sur les questions de genre avec Scanner. Mais je ne sais pas si c'est plus puissant, c'est autre chose, une autre manière de faire. Comme la radio, les groupes de parole, c'est un outil magnifique d'expression aussi et d'échange de points de vue, mais c'est autre chose. Et l'écriture a quelque chose aussi peut-être de plus libératoire, où je suis seul avec moi-même, et en ça me paraît vraiment pertinent, oui. On est là évidemment pour parler du livre Bouche émissaire jeunesse confinée qui est sorti aux éditions Namuroise voilà quelques jours. Bernard, il dépose déjà son micro, mais c'était simplement pour rappeler pourquoi on était là, mais aussi pour dire que Scanner, ça ne s'arrête pas à un seul bouquin. Ce sont des dizaines de textes qui sont publiés, des nouveaux textes qui sont publiés chaque semaine sur les réseaux sociaux, sur notre site web, chez nos partenaires. On a aussi sorti notre premier dossier thématique au mois de décembre, où vous avez aussi collaboré, puisqu'il est lié aux orientations sexuelles, notamment en cette période. Quel regard vous portez justement sur ces témoignages? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous étonnent après autant d'années dans le secteur? Ces témoignages sont étonnants parce que, comme je pouvais l'écrire dans l'éditeuse, c'est qu'ils nous rappellent toutes les difficultés qu'un jeune ou qu'une jeune LGBTI va pouvoir rencontrer, et notamment en termes de violence. Alors, les textes, les témoignages qui sont présents dans ce dossier, on y parle d'insultes. Et l'insulte, toutes les personnes LGBTI vivent l'insulte, vivent ce regard stigmatisant, ce poids du regard stigmatisant. Mais les témoignages parlent des coups reçus, parlent de l'isolement, la mise à l'écart, et rappellent le taux de suicide plus important chez les jeunes LGBTI que pour les jeunes hétérosexuels du même âge. Et ça reste... ça n'est pas plus étonnant, ça reste oppressant de lire ces textes.
c'est une problématique importante. Et je le disais à l'instant, il y a un renforcement, mais alors sur plein d'aspects de caractéristiques identitaires, mais il y a un renforcement de la discrimination, du rejet de l'autre. Je pense qu'on pourra en parler plus longuement. Et ça, c'est inquiétant, oui. Donc à la lecture de ces textes, on est effectivement assez effrayé de ce que vivent les jeunes LGBTI, mais c'est leur réalité, pour certains, c'est leur quotidien. C'est leur réalité, c'est effectivement leur quotidien. On vous rassure, il y a aussi des témoignages extrêmement positifs, y compris dans ces thématiques-là. Ça reste interpellant, effectivement, parce que ce sont des témoignages qui sont très bruts, qui sont très frais, mais qui donnent vraiment une lecture sur la société et des 12-30 ans aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous propose de me tourner maintenant vers Jacinthe Mazzochetti. Je l'ai dit, vous êtes anthropologue. Est-ce que vous pensez que notre jeunesse aujourd'hui est vraiment sacrifiée ? En partie, en tout cas, clairement, au vu du contexte politique, économique et des questions climatiques, on voit bien que les priorités ne sont pas forcément tournées vers les jeunesses. Et en même temps, quand on leur donne la parole, comme vous l'avez fait dans le cadre de cet ouvrage et dans toutes vos activités, on voit combien eux-mêmes ont un regard, une analyse pleine de finesse, de profondeur, de justesse par rapport justement à ce contexte et à la place qu'il leur est laissée ou pas dans ce contexte. Pensez-vous leur donner plus la place dans la société, dans les médias? Est-ce que la situation changerait? Est-ce qu'ils seraient peut-être davantage valorisés et peut-être qu'on les sacrifierait moins au niveau de la société? Ce qui changerait en tout cas, c'est la question de la stigmatisation qui est très forte. Il y a un discours de stigmatisation à l'égard des jeunesses qui est là, qui est très présent dans la société, qui a été renforcé encore évidemment pendant la période du confinement et qui repose très souvent sur une méconnaissance profonde en fait des réalités vécues par les jeunes, mais aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Alors il y a eu des petites éclaircies, notamment toutes les manifestations en lien avec les questions climatiques qui à un moment donné les avaient vraiment mis sur le devant de la scène et montraient vraiment aussi ce qu'ils souhaitaient faire et de quoi ils étaient capables, notamment en collectivité. Mais en dehors de ce moment un peu exceptionnel, très souvent le regard porté est assez soit stigmatisant, soit on va mettre en avant les éléments des difficultés vécues, ce qui est fondamental, mais il y a très peu de place finalement pour mettre en avant leurs forces, leur créativité, leurs idées, tous ces éléments-là. Et alors, donner plus de place à ça, ça ne va pas tout résoudre en un claquement de doigts, mais c'est sûr que quand on commence à travailler les discours et les représentations, à un moment donné, ça a une incidence sur les pratiques. Et donc c'est fondamental de travailler aussi à ce niveau-là. En tant qu'anthropologue, vous vous intéressez fortement aux questions de genre. Est-ce que ça a été pris en compte en cette période de confinement, toutes ces questions de genre? Très peu, évidemment, il y a beaucoup de choses là qui viennent d'être dites déjà, mais même en termes de simplement les violences faites aux femmes ou bien tous les contextes différenciés en fonction du genre, les familles monoparentales, enfin voilà, toutes ces questions, les violences conjugales qui se sont renforcées du fait du fait d'être confiné, de ne plus avoir d'espace, que ce soit un espace physique ou un espace mental parfois, pour sortir finalement des relations, etc. Alors voilà, il y a eu des cartes blanches, il y a eu des associations qui ont essayé de mettre en lumière évidemment ce qui était vécu, mais en termes de préoccupation politique, c'est-à-dire est-ce qu'on met en place des choses qui tiennent compte finalement de ce contexte genré de la société, du fait aussi que de très nombreuses professions précarisées sont occupées par des femmes, que toute une série de personnes qui sont au front aussi dans le secteur du soin, ce sont des femmes, et donc voilà, toutes ces questions-là aussi, c'est pas qu'on n'en a pas parlé, mais on n'en a pas forcément tenu compte en termes de politique publique ou de soutien plus officiel en quelque sorte. Les jeunes n'ont plus été vraiment concertés, on ne les a pas forcément entendus, c'est quelque chose de bien plus global, mais la question du genre, c'est nécessaire, vraiment. Oui, c'est fondamental, bien sûr. En fait, tous les éléments de structuration de la société et qui font qu'on est dans une société aujourd'hui inégalitaire et discriminante doivent être tenus en compte quand on réfléchit des politiques publiques. C'est fondamental, oui. Julie Reinhardt, est-ce que sur le terrain, effectivement, tous ces constats, vous les partagez aussi au quotidien? Oui, tout à fait.
on voit des jeunes qui ont besoin pour se construire, pour évoluer, pour grandir, d'être pris pour autre chose que uniquement des étudiants ou des clients de grands magasins. Et donc, prendre le temps de pouvoir découvrir des éléments culturels, artistiques, de travailler sur ces représentations et de pouvoir prendre position par rapport à la société qui nous entoure, décrypter ces éléments inégalitaires qui sont à l'œuvre de manière structurelle. Ça, c'est tout un travail qui ne se fait pas de manière automatique chez chaque jeune. Il y a tout un secteur jeunesse, des organisations de jeunesse, des maisons de jeunes et encore bien d'autres qui sont là pour être aux côtés des jeunes dans leur découverte, dans leur analyse critique de la société qui les entoure. Et ce travail actuellement ne sait pas se faire, mais j'espère que bientôt on pourra de nouveau être aux côtés des jeunes pour leur faire vivre et leur donner la parole là-dessus. Alors la parole via les ateliers d'écriture, mais on le fait aussi via des spectacles, de la danse, de la musique, des ateliers vidéo. Il y a vraiment toute une série de pratiques artistiques, de pratiques culturelles qui sont mises à l'œuvre avec les jeunes dans le secteur jeunesse et qui leur permettent de se construire de manière plus globale et d'aider à faire advenir aussi une société un petit peu moins inégalitaire. Je vous prends un petit peu à chaud, mais on a des jeunes à côté de nous. Est-ce que vous auriez des questions à poser à ces jeunes-là, avec votre regard peut-être d'expert, de professionnel de terrain? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes? Est-ce que vous souhaitez peut-être en interpeller l'un ou l'autre suite à la lecture de leur texte? Une des premières questions qui vient et qui me semble importante justement pour permettre de pouvoir les accompagner et les accompagner dans la construction d'après, c'est ce dont ils ont besoin maintenant et ce dont ils ont besoin dans un futur proche. Donc quels sont leurs besoins, de quoi ont-ils besoin de manière la plus urgente et la plus fondamentale aussi. Je vois que Laura nous écoute attentivement. Je te propose, si tu es d'accord, de rejoindre la caméra là-bas tout au bout pour pouvoir répondre effectivement en direct, en live. Je vous rappelle qu'on est jusqu'à 19h ensemble. C'est l'occasion de parler de notre ouvrage « Jeunesse confinée ». Bouche émissaire Paris aux éditions Namuroises. C'est un livre effectivement qui a été préfacé par Bernard Devos et postfacé aussi par la ministre de la Jeunesse Valérie Glatini, deux acteurs importants qui nous soutiennent, qui ont évidemment pris beaucoup de temps pour lire et relire tous les témoignages de ces jeunes, pour se nourrir autant que possible de tous ces savoirs de terrain qui ont été construits avec les jeunes. Je vois que Laura s'est installée. Voilà, en quelques mots, comment tu peux peut-être répondre à cette question? Tu souhaites peut-être que Fabienne, à mes côtés, reformule un peu sa question, peut-être. Oui, s'il vous plaît. Donc ma question est de savoir, on a eu plusieurs étapes durant cette crise et maintenant on est à un temps de la crise et ma question est de savoir, mais quels sont vos besoins, quels sont tes besoins actuellement, ou si tu es représentante d'un groupe de jeunes, quels sont les besoins des jeunes actuellement pour ce qui va venir? Donc ça renvoie à comment est-ce qu'on peut vous aider à construire, à continuer à vous construire dans ce contexte-ci. Je pense qu'aujourd'hui, ce que la plupart des jeunes veulent, c'est se sentir écoutés dans un premier temps. Et je pense qu'on a aussi besoin de transparence et d'éclaircissement en fait, sur la situation. Parce que pour l'instant, on vit vraiment au jour le jour. Donc c'est ça qui cause assez d'anxiété. Et donc, on n'arrive pas, en fait, finalement, à prévoir le futur et à voir plus loin, en fait, à se projeter. Donc, toutes les organisations comme ça qui sont mises en place pour écouter les jeunes, les aider à s'exprimer, je pense que c'est déjà vraiment pas mal, justement, pour se faire entendre, en fait, et pouvoir un peu s'exprimer et mettre des mots, en fait, sur ce qu'on ressent. Je vois que Jacinthe Mazzochetti approuve grandement. Vous dire toute mon admiration en fait pour ce travail qui a été fait, la force, la qualité de vos textes, et ensuite en profiter plutôt de ma place de professeur, en fait, parce que je reçois beaucoup des étudiants, des étudiantes maintenant, outre la fatigue, la lassitude, c'est la question du sens en fait. À quoi ça sert encore d'être là, de s'investir, d'écrire un mémoire, et je sais pas, j'avais envie simplement de renvoyer cette question que moi je reçois et peut-être de voir ce que tu pourrais ou vous pourriez en dire.
Moi, c'est vrai que pendant le premier confinement, j'avais mon mémoire à rédiger. Et quand j'ai eu l'opportunité ici de pouvoir écrire mon texte, j'étais beaucoup plus motivée pour faire ça que pour écrire mon mémoire. Donc, je pense que cette question du sens, elle est vraiment primordiale pour les étudiants, enfin pour tous les jeunes en général. Parce que c'est vrai qu'ici, voilà, on doit tous rester chez soi. C'est vraiment pas gai d'être loin les uns des autres. Donc, c'est vraiment compliqué en fait de vivre cette situation. Donc la question du sens, c'est vraiment important pour nous, je pense. Ouais. Évidemment, c'est un élément central. On l'a vu avec la Fédération des maisons de jeunes. On cherche un peu sa place dans la société. Avec Fabienne Cloax aussi, effectivement, on est dans une période de transition très importante dans laquelle on essaie de trouver son autonomie avec ces questions de genre, d'orientation sexuelle, se définir finalement qui on est dans la société. Et toute cette période empêche, en tout cas ne facilite pas la possibilité pour les jeunes de pouvoir s'exprimer. Alors je vous propose de continuer, parce qu'il y a d'autres jeunes qui ne se sont pas encore exprimés ce soir. On va écouter Robin. Robin qui est un peu plus jeune que Laura. Robin, il nous expliquait au tout début du confinement que finalement c'est compliqué d'être confiné chez soi parce que c'est être confiné effectivement à la maison, mais c'est aussi être confiné dans un corps. On est coupé de toutes ces relations et finalement on est condamné aussi à une solitude extrêmement forcée. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je ne vais pas lire mon texte. Si vous voulez le lire, le livre est disponible. Je sais que je suis en dehors de ce qui m'a été demandé, mais je voudrais faire passer un message. À tous les jeunes présents, à ceux qui écoutent, les adultes qui me suivent en direct, sûrement un sourire au coin des lèvres, se demandant par quelle audace un jeune impertinent se permet de contrer les ordres qui lui ont été donnés alors qu'il n'est même pas majeur. Écoutez-moi. Je vais parler de mon ressenti actuel, plutôt que celui du premier confinement, quand cet enfer n'en était qu'à son commencement. N'en avez-vous pas marre? Nous sommes à moins de 3 mois de la date d'anniversaire de ce torrent de solitude. Le calcul est simple. Cela fait plus de 9 mois que nous sommes isolés par ce gouvernement aux idées changeant quotidiennement. Un jour, nous pouvons nous voir et fêter les retrouvailles. Et le lendemain, nous devons de nouveau dire adieu à notre vie sociale. Enfin, à notre vie tout court. Les chiffres le montrent. Ce virus est certes très contagieux, mais un peu de repos et quelques pilules, et on est debout, prêt à redémarrer. Est-ce réellement pire que d'autres infections ou contagions? Je parle en tant que jeune homme, vivant la fraction de sa vie, où il est censé le plus s'épanouir, où il est censé donner un sens à son existence bourgeonnante, où il est censé rencontrer des personnes qui marqueront sa vie à tout jamais. Mais au contraire, je suis emprisonné. Dans mon bureau, du matin au soir, courbé par ces mesures, ces règles et ces demandes à la prudence. J'ai envie de vivre, et j'en suis empêché. Alors je le dis maintenant, devant tout le monde. Je n'appuierai pas sur le bouton pause de ma vie pour rentrer dans ces cases étatiques, car le temps, lui, ne peut pas s'arrêter, et il me coule entre les doigts. Cette opinion, que je viens tout juste de clamer, est inacceptable. Si quiconque partage l'avis précédent, veuillez écouter mon appel à la remise en question. Ces personnes, qui peut-être m'entourent, ici même, ne font que compliquer la tâche. Ils la rallongent, la durcissent, et en rien ne peuvent profiter comme ils osent en faire leur politique. Vous vous plaignez de ne plus voir vos amis? C'est en les voyant que vous empêchez d'autres de voir les leurs. Vous vous plaignez de problèmes financiers dus à cette crise qui n'est pas que sanitaire. À force de ne pas respecter les règles imposées par l'État, ce n'est pas par une brûlure que se terminera ces temps sombres, mais par une cuisson à petit feu, non moins douloureuse. Je suis conscient que la situation est tout sauf enviable.
le monde entier en subit les conséquences. Pensez-vous réellement que votre voisin se réjouit de cet isolement presque total? Cela ne fait rire personne. Mais nous avons compris par le passé, pour ne citer aucune année du siècle dernier, que le seul réel impact que nous pouvons avoir, c'est ensemble. Même si les temps modernes nous poussent à nous recentrer plus sur nous-mêmes, pensons un tant soit peu à notre prochain, notre frère et notre antérieur. S'il vous plaît, avançons et finissons-en avec cette année morbide et malheureusement lourde en décès. Avançons ensemble, main dans la main. Enfin, pensez à les désinfecter. Merci beaucoup Robin, quelle audace, il faut en avoir beaucoup pour faire ce que tu as fait ce soir. Félicitations pour ton texte. Je ne sais pas où est le rédacteur en chef de Scanner. Il aura l'occasion sans doute de relire plus attentivement ton texte et il se réjouira probablement, parce que ce que j'en ai entendu, c'était quand même super. Il se réjouira de pouvoir te publier en plus à nouveau sur notre site internet. Et c'est ça qu'on recherche chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils puissent vraiment s'exprimer comme ils ont envie de le dire. Vous le savez, chez Scanner, on ne censure pas. On est là pour accompagner la parole, à vous accompagner pour que tout ce qui a du sens pour vous puisse avoir du sens aussi pour les autres générations, parce qu'on construit une même société tous ensemble. On va continuer avec Margot. Alors je vous préviens que on va finir encore en beauté avec Margot, avec un texte extrêmement solennel. Il y a quelques mois dans les médias, Margot nous disait qu'elle avait découvert ce fameux Covid. Elle en rigolait peut-être un peu avec ses copines. Elle ne savait pas du tout que ça allait changer complètement sa vie. Aujourd'hui, elle sait effectivement que ça s'appelle le Covid. Voilà, tout ça a changé complètement sa vie, mais elle a décidé de rester vraiment active, de ne pas se laisser abattre et de construire un monde qu'elle souhaite meilleur, en tout cas avec beaucoup plus de perspectives. Alors, mesdames, messieurs, écoutez plutôt, le destin de nombreuses personnes d'entre nous vont peut-être changer. En tout cas, le destin est entre nos mains. Il y a quelques mois, les médias nous ont annoncé l'arrivée d'un nouveau venu dans nos vies, et il n'est pas des moindres. Couramment, on l'appelle coronavirus ou encore Covid-19. À vous de choisir lequel sonne le mieux à vos oreilles. À vous de choisir aussi si vous le voulez encore longtemps à vos côtés et à ceux de vos proches. Ce que je m'apprête à dire est très solennel, mais le destin de nombreuses personnes est entre nos mains à tous. Quand j'entends à la radio ou à la télévision qu'il y a énormément de rassemblements de personnes, que ce soit dans les parcs, dans les rues, qu'il y a encore des brocantes organisées, je me demande sincèrement si nous avons bien assimilé la gravité de la situation. Nous ne sommes pas en vacances, on n'est pas là pour prendre du bon temps, mais bien pour empêcher comme nous le pouvons la propagation de ce virus. Et ça, malheureusement, tout le monde ne semble pas encore l'avoir compris. En tant qu'adolescente, je suis bien la première à déplorer cette situation, croyez-moi. Je ne peux plus voir mes amis, aller en soirée ou simplement boire un verre. Je ne peux plus aller à l'école non plus. Bien évidemment, je me suis dit que quelques jours de congé en plus, ce n'était vraiment pas de refus. Puis j'ai repensé à la situation. J'ai finalement compris que pour ma scolarité actuelle et future, ce n'était pas la meilleure option. Il y a beaucoup de questions qui ont suivi. Vais-je réussir mon année? Comment allons-nous rattraper la matière? Est-ce que ce sera un handicap pour mes études supérieures? Mais j'accepte. Je pense à l'avenir et je me dis que ce n'est là qu'une mauvaise période. Je pense aussi au personnel des hôpitaux qui sont les premiers à prendre des risques. Parfois, je me sens même un peu effrayée. Non pas d'être atteinte par la maladie, mais plutôt de voir le monde tel que je l'ai toujours connu se transformer. Comment pourrons-nous vivre comme si rien ne s'était passé après ça? Il suffit de se tourner un instant vers l'Italie pour comprendre que rien ne sera plus pareil. Il est à souhaiter que nous retenions la leçon et que nous mettions en place des dispositions nécessaires afin qu'une telle calamité ne se reproduise plus jamais. Malgré tout, je garde espoir et je laisse le bénéfice du doute au temps, car lui seul répare les maux les plus difficiles à guérir. Du temps, voilà ce qu'il nous faut, que ce soit pour éradiquer le virus ou alors pour se reconstruire. Et ce ne sera pas facile, on le sait d'ores et déjà. Pourtant, elle est là la force de l'homme. Après être tombé, il se relève.
Merci Margot. Margot, on me dit à l'instant dans l'oreillette que je suis en train d'ailleurs de remettre, qui n'arrête pas de tomber, mais c'est pas grave, qu'il y a énormément de personnes qui t'ont écouté, et des adultes aussi, ou des plus jeunes, ça je n'en sais rien, mais en tout cas qui disent avoir eu des frissons en entendant ton texte. Merci beaucoup Margot. Margot qui était sur Vivacité, je pense, il y a quelques jours avec nous. C'était bien cette expérience, c'était un peu stressant, juste avant l'école, à 7h50. Oui, c'était fort stressant parce que passer à la radio, je pense qu'on n'a pas tous la chance de vivre cette expérience, et donc je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit qu'est-ce que je vais dire. C'était un peu stressant, mais c'était une belle expérience. Une expérience effectivement fascinante. Depuis plus de 10 jours maintenant, on a la chance d'être tous les jours dans les médias, ce qui est vraiment pour nous un grand honneur, mais surtout un honneur pour toute cette jeunesse que nous, on essaye petitement de mettre à l'honneur pendant toute l'année. Gilles Ernoult, vous avez participé à ces différentes interviews. Qu'est-ce que vous retenez de ces moments un peu privilégiés où les jeunes peuvent s'exprimer en direct sur des grands médias ? On était sur la première, parfois c'était en différé à travers des journaux papier. Comment ils vivent ça ? Est-ce que c'est important aussi qu'ils puissent s'exprimer librement sans être bien structurés dans un texte ? Alors, il y a une expression qui dit qu'on met parfois une cerise sur le gâteau. Je pense que leur permettre de s'exprimer, c'est déjà beaucoup pour eux. Pour nous, c'est peu, pour eux, c'est beaucoup. Le fait qu'ils puissent s'exprimer, c'est déjà une cerise sur le gâteau. Le fait qu'il soit publié, c'est une seconde cerise sur le gâteau. Le fait qu'il soit peut-être repris encore ailleurs, c'est une troisième. Et le fait de pouvoir porter son texte comme ça encore plus loin, à mon avis, c'est une quatrième cerise sur le gâteau. Donc ça fait des brochettes de cerises sur un gâteau. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon, mais peut-être qu'on peut essayer. On doit oser des nouvelles recettes aussi pour Noël. Donc moi, ce que je trouve important, c'est que nous, on puisse permettre ce relais-là, qu'on puisse être juste des intermédiaires de paroles, et qu'on puisse juste être on transmet la possibilité de dire quelque chose. Et ça me semble fondamental. Il faut effectivement que ce travail continue. Moi, je souhaitais vous remercier, en particulier Gilles Ernoult, parce que tous les textes que les jeunes ont écrits, vous n'étiez pas en atelier, vous les avez relus consciencieusement. Parfois, ça a été très compliqué. En début de confinement, on a vu des dizaines et des dizaines de textes qui arrivaient entre vos mains. Et quelque part, parfois aussi, à juste titre, ça a été la panique. Ça a été la panique parce que, il faut pouvoir avoir le temps de les lire, de pouvoir faire un feedback constructif avec les jeunes. C'est toute la richesse et la diversité du travail que l'on mène avec Scanner. L'occasion aussi pour moi de remercier nos deux salariés actuels, que sont Delphine et Pauline, qui s'investissent à 300% pour ce projet. Nos anciens salariés aussi qui se sont investis de manière assez incroyable pendant plus de 6 mois pour justement rencontrer ces 330 jeunes épaulés par des journalistes professionnels, puisque c'est chaque fois des binômes qui accompagnent les jeunes tout au long d'un atelier de 6 heures. Merci aussi à vous, Thomas, référent en pédagogie, qui assure cette fonction de transition autant que possible entre ce qu'on peut faire avec les jeunes, dans quelles conditions, notamment les conditions sanitaires, c'est pas forcément évident. C'est aussi se poser un ensemble de questions, comment on va produire, comment on va diffuser, comment on va articuler tous nos différents pôles, à la fois la question du travail avec les jeunes, mais aussi le pôle de communication à destination du grand public, des médias, des partenaires institutionnels et politiques. C'est un travail qui est passionnant, qui est réalisé de main de maître, parfois pour plus de 30 heures par semaine par des bénévoles effectivement acharnés au sein de Scanner. Et donc ce travail effectivement, il doit continuer, mais ce travail, il n'aurait pas pu surtout y arriver avec un certain nombre de personnes, Thomas. Oui, moi je pense que tout d'abord, ceux qu'on a remerciés, c'est les 330 jeunes qui ont participé à nos ateliers, qui nous ont partagé leurs articles, et aussi les plus de 60 structures qui nous ont accueillis, qui ont permis que ces ateliers soient faits pendant 6 mois, et donc qui nous a permis de recueillir leurs paroles et de produire cet ouvrage magnifique. Merci aussi aux journalistes professionnels qui nous ont accompagnés sur le terrain, des jeunes journalistes, parfois des journalistes beaucoup plus aguerris, qui ont pris beaucoup de temps pour accompagner les jeunes. Pour un atelier de 6 heures, c'est parfois un investissement de 10 heures de temps, donc c'est formidable. Merci aussi aux différents médias que Gilles Ernoult a l'occasion de voir régulièrement aussi, puisqu'il y a la diffusion de tous ces témoignages dans la Libre Belgique, au niveau du journal papier, on le disait avec Bernard Devos tout à l'heure, au niveau des différentes plateformes de la RTBF. On espère que tout ça va pouvoir continuer et surtout va pouvoir se démultiplier. Il y a beaucoup de médias qui nous ont sollicité et qui souhaiteraient travailler avec nous en 2021, et on souhaiterait nous pouvoir y répondre également aussi.
puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir un grand récit de nos jeunes générations au quotidien en période Covid, mais on espère aussi que très vite ce sera derrière nous et qu'on puisse aussi raconter d'autres choses sur cette jeunesse qui s'engage, qui trouvent leur place petit à petit dans le monde des grands. Il y a d'autres gens aussi à remercier, Thomas. Je pense encore plein de personnes à remercier. Je pense à nos éditeurs, les éditions Namuroise. Donc, grand merci à René et à Anne qui nous ont accompagnés dans cette première expérience de publication d'un ouvrage dont leurs conseils nous ont été vraiment très utiles. Merci aussi aux équipes du comité éditorial éditorial pédagogique et scientifique qui nous accompagnent au quotidien parce qu'on n'a pas toutes les compétences chez Scanner, on a la chance de pouvoir être épaulé, que ce soit, je le disais, sur un plan pédagogique, un plan éditorial ou scientifique, pour aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui avec des personnes que vous avez vues sur le plateau ce soir et puis d'autres qui ont la chance vraiment de nous donner un petit coup de pouce au quotidien. Et je pense qu'on doit aussi remercier le Parlement bruxellois francophone qui nous a accueillis, qui nous a soutenus pendant cette période. Donc merci à eux de nous avoir aidés. Merci aussi à la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatini, qui nous a permis de vivre cette année extraordinaire, il faut le dire, avec l'engagement de salariés, avec une démultiplication complète de nos ateliers, à une période qui était, on l'a vu toute la soirée, extrêmement nécessaire pour nos jeunes. Et on espère évidemment qu'on va pouvoir continuer, et les nouvelles sont bonnes, Thomas. Oui, et pour 2021, avec un peu d'avance, on aimerait bien remercier Madame Bénédicte Linard, qui va nous soutenir pour 2021, et Mathieu de Voissège qui a fait un énorme travail pour nous soutenir pour que 2021 soit, on l'espère, aussi bien que 2020. Mais en tout cas, Madame la ministre de la Jeunesse et les autres ministres, on se réjouira de vous revoir encore et toujours, puisque la détermination de Scanner pour être enfin pérennisée, enfin recevoir un financement structurel, elle est bel et bien là. On a des petits plans de bataille, on ne vous le cache pas, qui sont dans les bacs actuellement. Tout un arsenal institutionnel, peut-être aussi juridique, avec certains députés aussi qui vont nous soutenir dans cette démarche vraiment de pérennisation du projet Scanner, parce que, vous l'avez entendu ce soir, c'est une nécessité. La jeunesse a besoin de s'exprimer. Bernard De Vos le disait, il y a un autre dispositif un petit peu comme le nôtre qui existe en Flandre, mais en Fédération Wallonie-Bruxelles, il semblerait bien qu'on soit un des seuls acteurs, en tout cas en fédération, qui permet aux jeunes de s'exprimer dans les médias, au travers différents événements aussi auprès de certaines institutions, et on voudrait vraiment que ce travail puisse se poursuivre. On doit encore remercier, je pense, l'équipe d'Omédia et l'équipe du Delta à Namur qui nous ont gentiment accueillis. C'est vraiment précieux pour nous d'avoir des partenaires tels que ceux-là, parce que, à nouveau, on n'a pas toutes les compétences techniques et autres, et on a l'occasion de faire des choses un petit peu dingues, parce que je pense que l'équipe Scanner a toujours la volonté de faire des trucs un petit peu fous. On ne va pas se mentir, mais travailler avec les jeunes, ça demande beaucoup d'exigences, et cette exigence-là, on la met vraiment au service de notre jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est important de leur donner la parole, pas dans n'importe quelle condition, et surtout, on a envie de pouvoir aller le plus loin possible avec, et surtout, pour eux. On vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée. Vous étiez nombreux à nous suivre. On est très surpris d'ailleurs. On ne pensait pas avoir autant de personnes en direct. Évidemment, merci aussi à ceux qui vont nous suivre et qui nous ont suivis d'ailleurs en replay. Tout de suite, on va donner le micro à Youssef Swat. Youssef Swat qui termine les derniers petits réglages techniques. Youssef Swat qu'on n'a pas encore remercié en fait. Merci beaucoup Youssef Swat. C'est toujours un bonheur de te savoir à côté de nous. Quand tu es là, c'est super, mais on sait bien qu'à distance, tu es toujours là pour nous soutenir. Donc merci beaucoup à toi et à Joseph aussi qui est derrière toi. Merci à tout le monde, merci aux jeunes. Excellente soirée. Beaucoup. Merci à vous. On va terminer, on va clôturer avec un morceau qui m'est un peu plus personnel. Parce que moi aussi, j'ai eu l'écriture, c'est vraiment un outil qui a changé ma vie, une passion qui a changé ma vie et qui m'a permis de mettre des mots sur des choses que je n'arrivais pas toujours à clarifier dans ma tête. Donc ce morceau s'appelle La Bagarre. J'écris ces rimes avec le cœur serré, décris le mal d'un homme qui ne peut plus pleurer. J'écris des pensées noires avec un stylo blanc, le sourire d'un coupable, les larmes d'un innocent. Je perds mon âme en hiver, la recherche en été, essayant de retrouver l'enfant que j'étais.
On revient pas en arrière, et il en sera ainsi. En manque d'inspi, je mettais à fond la zig quand j'avais besoin d'un psy. Quand je pleurais, que je rêvais de me barrer. Quand j'en parlais à personne de peur qu'on me prenne pour un taré. Les beaux instants s'évaporent, je suis heureux mais je suis foutrage. Et j'en parle aux étoiles le soir dans mon sac de couchage. La nostalgie approche, je lui dis pars, viens pas. J'essaye de la combattre mais je n'y pars. Viens pas, j'essaye de me souvenir de tous ces moments précieux. Ils veulent la voir en rose, moi je vois la vie en rouge et bleu. Foulard autour du cou comme si ça étouffait mes problèmes. Je me dis que ça ira mieux demain mais je tiens jamais mes promesses. J'ai jamais cru en moi, or qu'ils sont des milliers à le faire. Ils croient que je suis heureux, moi je rêve de plier mes affaires. Ils croient savoir ce qu'il y a dans ma tête, moi-même je me connais pas. Au plus je souris, au plus ça signifie que je suis tombé au plus bas. Je suis jamais mieux qu'à la maison, mais la mienne n'est pas ici. Mon bonheur c'est d'être entouré d'une belle et grande famille. Je veux pas affronter mes souvenirs, je veux pas revenir en arrière. J'écris ce texte comme je jette mon putain de chapeau à la mer. C'est la merde dans ma tête, incompris, je m'exprime rarement. J'ai pas le temps d'attendre mon heure de gloire, les yeux fixant le même cadran. Chaque jour, je rêve de me barrer, ça me permet de tenir le coup. Paradoxal, au plus je m'éloigne, au plus je me sens proche de vous. Mettre des mots sur mes douleurs, c'est ce que je sais faire de mieux. Ça me fait du bien, sauf à la fin, comme à chaque fois que je tombe amoureux. Comme à chaque fois que j'aurais pu faire les choses différemment. Pour eux, je ferais ce que j'ai pas pu faire avant. Moi, je serai celui qui épatera la mif. Maladif et le besoin de tout niquer, et on fera la diff. Je vise l'infini comme un astronaute. Mais même quand c'est fini, rien n'efface nos fautes. Bah ouais, tu les traîneras avec toi toute ta vie. T'auras souvent tendance à croire qu'elles te rendent fragile. Mais frérot, bien au contraire, on devient de plus en plus fort quand s'alourdissent les soucis qu'on traîne. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Ils disent que le monde est petit, je veux le voir en entier quand je serai grand. Quand je serai prêt à me battre pour mes rêves. Quand je serai prêt à me battre pour mes rêves. Car pour l'instant, ils gisent dans un bain de sang. Quand je rappe, je joue ma vie. La musique, c'est pas un passe-temps. Quand j'écris, je me bats contre moi-même. Bâtard, vas-y viens, on verra bien qui gagne la bagarre. Quand j'écris, je me bats contre moi-même. Bâtard, vas-y viens, on verra bien qui gagne la bagarre. Quand j'écris, je me bats contre moi-même. Vas-y viens, on verra bien qui gagne la bagarre. La bagarre. Vas-y viens, on verra bien qui gagne la bagarre. On verra bien qui gagne la bagarre. Merci à vous pour votre écoute. Merci à celles et ceux qui nous donnent beaucoup de soutien dans les commentaires. Parce que voilà, quand j'étais sur le côté, je regardais le direct sur Facebook. Et ça donne très bien. Merci à l'équipe technique, à l'équipe son, l'équipe image pour le travail. Comme je l'ai dit, j'ai vérifié, ça marche très bien. Donc bien joué. Merci à Scanner pour l'invitation. Merci à François pour la confiance. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Et j'espère que très bientôt on pourra faire ça en grand comité, comme avant. Je me rappelle, François, quand on a rempli la salle en haut, c'était cool. J'avais joué, je pense, il était 8h du matin, j'étais pas bien, je crois, 8-9h, je me rappelle. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Merci encore une fois pour l'invitation. Merci aux jeunes qui ont pris la parole, qui ont pris la plume. Et vraiment, j'ai été beaucoup touché par des textes. Et j'imagine que je vais en découvrir plein d'autres dans le livre de Scanner. Donc j'ai le mien déjà, je vais porter un peu d'attention à ça sur la route du retour. Donc voilà, merci encore, merci beaucoup. Prenez soin de vous et au plaisir. Merci.